Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville d'où vous regardez. Je vous aime tellement. Tu mangeras après tout le monde. Quelque chose s'est brisé en moi. Pas de la colère, pas de cris, juste une cassure lente et nette, comme le gel qui fend le vieux bois. Je me tenais dans la cuisine de ma fille Élise, les mains encore chaudes du rôti que j'avais passé 5 heures à faire mariner et 3 autres à cuire à la perfection. Le parfum du romarin et de l'ail emplissait l'air, se mêlant au rire provenant de la salle à manger où mes petits-enfants et les amis d'Élise étaient déjà installés. J'ai regardé ma fille, son maquillage impeccable, son chemisier de marque qui valait probablement plus que mon allocation mensuelle de retraite. Le tapotement impatient de son doigt manucuré contre le plan de travail en granit. Quand était-elle devenue cette personne? Quand étais-je devenue invisible? Maman, tu m'as entendu? La voix d'Élise s'est faite plus tranchante. Tout le monde attend. Les Beaumont sont des clients importants de Christophe et nous sommes déjà en retard. Tu pourras manger quand nous aurons fini. J'ai regardé le rôti, ma spécialité qu'Élise avait spécifiquement demandée. Puis, j'ai regardé la chaise vide dans le coin de la cuisine. Pas à la table avec tout le monde, pas même en même temps que tout le monde. Sans un mot, j'ai pris le plat, encore chaud à travers mes maniques, et je me suis dirigée vers la porte d'entrée. « Maman, qu'est-ce que tu… » La voix d'Élise m'a suivie, mais passait pas. Je suis sortie dans la soirée d'automne. L'air était vif, plus froid que je ne m'y attendais. Cela m'a aidé à m'éclaircir les idées, tandis que je parcourais les 3 pâtés de maison jusqu'à ma maison, faisant attention à ne pas renverser le jus qui bouillonnait encore au fond du plat. Personne ne m'a suivi, pas même un cri depuis le perron. Juste le son lointain des enfants qui riaient, inconscients de ce qui venait de se passer. À l'intérieur de ma maison, tout sentait le savon au citron et la poussière. Mon foyer n'avait plus vraiment été le mien depuis qu'Élise m'avait convaincue d'emménager chez elle l'année dernière, après ma petite chute dans la salle de bain. « Ce sera plus simple », avait-elle dit. « Tu n'auras plus à te soucier des factures. On s'occupera de toi. » J'aurais dû me méfier. Rien n'est gratuit dans ce monde, pas même sa propre dignité. J'ai posé le rôti sur mon plan de travail et je suis restée là, simplement à respirer le silence. Pas de voix exigeant des choses. Pas de petits-enfants demandant où était la cannelle ou pourquoi les pommes de terre avaient des grumeaux. Pas d'Élise regardant sa montre chaque fois que je parlais trop longtemps. Juste moi et le tic-tac de l'horloge que je n'avais pas remonté depuis des semaines. Je me suis préparé une assiette en utilisant une de mes vieilles assiettes à fleurs bleues sur le bord, légèrement ébréchée. J'ai servi une belle tranche de rôti, versé un peu de jus de cuisson dessus, et je me suis assise à ma propre table. J'ai mangé lentement. La viande était tendre. L'assaisonnement avait parfaitement pris. C'était peut-être le meilleur que j'ai jamais fait. Personne ne l'a complimenté. Personne ne m'a interrompu. Et pour la première fois depuis des années, j'ai savouré chaque bouchée. Quand j'ai eu fini, j'ai lavé l'assiette, je l'ai séchée et je l'ai rangée. Puis, je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre et j'ai regardé les érables se balancer dans le vent. Je ramassais ces feuilles chaque automne, autrefois. Maintenant, Élise disait que c'était trop dangereux. Elle disait que je pourrais tomber et me casser la hanche. Elle n'a jamais demandé si je voulais les ramasser. Elle m'a seulement dit, elle dit toujours. Mon téléphone a sonné 2 fois ce soir-là. Le nom d'Élise s'est affiché à l'écran les 2 fois. Je l'ai regardé s'éteindre sans répondre. Elle n'a pas laissé de message. Elle a juste appelé comme si le son seul pouvait me ramener à ma place dans le coin de sa cuisine. Ce ne fut pas le cas. J'ai mieux dormi que depuis des semaines. Je me suis réveillée aux premières lueurs du jour, comme toujours. Mon corps n'avait pas oublié ses rythmes, même si ma fille pensait que j'avais besoin qu'on me rappelle tout. Quand prendre mes médicaments, quand me reposer, quand il était approprié de parler à ses invités. Il n'y avait pas d'enfants à habiller, pas de trajet pour l'école, pas de petit déjeuner à préparer pour des gens qui levaient à peine les yeux de leur téléphone. Juste moi dans le silence du matin. Je me suis fait une tasse de thé et j'ai coupé une autre tranche du rôti froid, encore plus savoureux après avoir reposé toute la nuit. Je ne l'ai pas réchauffé. Je l'ai simplement mangé tel quel, tranquillement, pendant que la maison retenait son souffle autour de moi. À 8 heures, j'avais fait une liste. Vérifier les comptes bancaires, appeler l'avocat, passer en revue les documents qu'Élise avait aidé à organiser au printemps dernier. La liste n'était pas longue, mais elle était la mienne. J'ai sorti le dossier que j'avais marqué « Maison et finances »
et je l'ai ouvert sur la table de la cuisine. À l'intérieur se trouvaient des reçus de travaux de rénovation que j'avais payés. Des factures de service maintenant au nom d'Élise. Des notes d'elle suggérant que nous rationalisions les choses, ce qui signifiait transférer le contrôle lentement, mais sûrement hors de mes mains. Je me suis souvenu du jour où elle m'avait convaincu de l'ajouter à l'un de mes comptes courants, juste pour les urgences. Je pensais être pratique. C'est comme ça qu'ils vous ont, n'est-ce pas? Ils ne prennent pas tout d'un coup. Ils grignotent jusqu'à ce que vous ne reconnaissiez plus ce qui vous appartenait. La chose suivante que j'ai faite a été d'ouvrir mon ordinateur portable et de me connecter à mon compte bancaire. Le site avait été mis en favori depuis longtemps, bien que je l'utilise rarement. Je laissais ça aussi à Élise trop souvent, mais pas aujourd'hui. J'ai réinitialisé le mot de passe, répondu aux questions de sécurité, heureusement celles que j'avais choisies moi-même, et voilà, mon solde, toujours intact, toujours à moi. J'ai noté d'aller à l'agence en personne. Je voulais des yeux dans lesquels regarder, pas seulement des écrans. Je voulais des relevés imprimés et des formulaires d'autorisation examinés. Plus de comptes joints, plus d'accès pour la commodité. Juste moi, mon nom, ma signature. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la clarté. J'ai levé les yeux de mes notes et j'ai vu la photo sur le réfrigérateur. Une des rares que je n'avais pas rangée quand j'avais déménagé. Moi et ma fille aînée, Margot, debout dans le jardin avec Camille entre nous. Pas plus de 7 ou 8 ans à l'époque. Ses petites mains pleines de basilic qu'elle avait arrachées directement de la jardinière. Nous rions, toutes les trois. Pas en jouant un rôle, pas en posant, juste authentique. Ce rire-là, je n'avais pas ri comme ça depuis longtemps. J'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro de Camille de mémoire. Il a sonné 2 fois avant qu'elle ne réponde. Mamie, sa voix m'a frappée comme une lumière chaude. « Bonjour, ma chérie. » Une pause. Puis, « Tu vas bien ?» Maman a appelé. Elle n'a pas dit grand-chose, mais elle avait l'air furieuse. J'ai supposé qu'il s'était passé quelque chose. J'ai souri. Il s'est passé quelque chose. Je me suis souvenu que j'étais encore en vie. Camille est restée silencieuse un moment, puis a laissé échapper un petit rire. « Eh bien, c'est une façon de le dire. Je suis partie, ai-je dit simplement. Hier soir, j'ai pris le rôti et je suis partie. Il y a eu une autre pause, mais pas de jugement. Juste une lente expiration. « Bien, dit-elle. Tant mieux pour toi. » J'ai senti ma gorge se serrer. « Tu voudrais passer un de ces jours? Je ferai le déjeuner. Rien de compliqué. Demain? » dit-elle rapidement. « Enfin, si ça te convient. Demain serait parfait. » Après avoir raccroché, j'ai traversé la maison lentement. Je ne l'avais pas vraiment regardée depuis longtemps. Les rideaux que j'avais cousus moi-même avant la naissance d'Élise. La lampe en céramique ébréchée que je refusais de remplacer. L'étagère pleine de vieux livres de poche que personne n'empruntait jamais. Chaque chose avait sa place. Chaque chose avait du poids. J'ai épousseté. J'ai poli. J'ai ouvert les fenêtres. La maison a expiré avec moi. À midi, je suis allée dans le jardin derrière et je me suis tenue près des plates-bandes surélevées. La terre était sèche, mais pas désespérée. Le persil tenait encore. Quelques œillets d'Inde obstinés inclinaient leur tête jaune. J'ai touché le bord en bois de la plate-bande et j'ai laissé mes doigts y reposer. Élise m'avait dit de ne plus m'occuper du jardin. « C'est trop pour toi, maman. Laisse tomber. » Elle ne comprenait pas. On ne laisse pas tomber les choses qui nous rappellent qui nous sommes. On les arrose, même si nos mains tremblent, même si nos genoux protestent, même si personne d'autre ne le remarque. Le téléphone n'a pas sonné de nouveau ce jour-là, et c'était bien. Margot avait l'habitude de dire que j'étais la femme la plus forte qu'elle connaissait. Elle le disait quand je réparais la machine à laver moi-même, ou quand je tenais la main de mon mari Robert pendant qu'il rendait son dernier souffle, ou quand je retournais au travail 3 jours après ses funérailles, parce que quelqu'un devait garder les lumières allumées. C'est drôle comme cette force devient invisible en vieillissant. On cesse d'être la femme qui portait la famille sur son dos, et on devient la femme que les gens interrompent. Celle à qui on tapote la main. Celle à qui on dit de se reposer, de s'asseoir, de ne pas gêner. Après la mort de Robert, je ne me suis pas effondrée. J'ai cuisiné, nettoyé, payé le crédit immobilier, travaillé tard le soir. Élise avait 21 ans, fraîchement diplômée et impatiente de partir. Margot, encore au lycée, est restée proche. Elle avait toujours un pied dans le monde réel, jamais trop emportée par l'ambition pour oublier qui l'avait élevée. Élise avait de l'énergie, sans aucun doute,
Mais Margot avait du cœur. Je me souviens du premier mois après sa mort, comment Élise n'arrêtait pas de dire « Tu dois laisser quelqu'un t'aider ». Alors que ce qu'elle voulait dire était « Tu ne fais pas les choses comme je pense que tu devrais les faire ». Elle a déménagé 1 mois plus tard. Elle disait que la maison était trop lourde. Elle disait avoir besoin d'air. Margot est restée. Elle aidait avec les factures quand elle le pouvait. Elle travaillait à temps partiel après les cours. Elle me faisait rire quand les nuits devenaient trop silencieuses. Je la surprenais parfois assise sur le perron, parlant aux étoiles comme à de vieilles amies. Elle n'était jamais pressée de partir. Même quand elle s'est mariée, même quand elle a eu Camille, elle trouvait le temps. Ce genre d'amour ne crie pas. Il se présente, et quand le cancer est arrivé, elle l'a affronté de la même façon qu'elle affrontait tout. Doucement, mais les yeux ouverts. Elle m'appelait avant chaque séance de chimiothérapie, non pas parce qu'elle avait besoin de conseils, mais parce qu'elle savait que j'avais besoin d'entendre sa voix. Quand elle est morte, Élise m'a dit « Tu dois être forte maintenant pour Camille ». Mais sa voix n'avait aucune douceur. Cela ressemblait plus à une mission qu'à un réconfort. Camille n'avait que 12 ans. Elle a emménagé chez Élise parce que j'étais trop vieille pour élever une adolescente. J'ai voulu me battre, dire que je pouvais encore être une mère, même si mes genoux me faisaient mal et que mes mains tremblaient certains matins. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai laissé faire. Et c'était peut-être la première vraie capitulation. Pas face à l'âge, mais face au doute. Les années suivantes sont passées dans un flou de compromis. J'ai vendu ma voiture. Tu n'en as plus besoin, maman. Élise a dit, on t'emmènera où tu voudras. Sauf qu'ils ne l'ont jamais fait. Pas à moins que ça ne rentre dans leur emploi du temps. J'ai arrêté d'organiser des dîners. C'est plus facile chez nous, insistait-elle. J'ai arrêté de jardiner. Ton dos ne peut plus supporter ça. J'ai arrêté de décorer pour les fêtes. Laisse-nous faire. Repose-toi. Chaque fois que j'abandonnais quelque chose, je me disais que c'était juste pratique. Mais la praticité a un tranchant acéré. On ne réalise à quel point elle coupe profondément que quand on essaye d'atteindre quelque chose et qu'on découvre que ce n'est plus à nous. Élise n'est pas cruelle. Pas de la façon dont les gens s'attendent à ce que la cruauté ressemble. Elle n'élève pas la voix. Elle ne frappe pas. Ses outils sont le silence, la suggestion, le dédain. Elle est experte pour minimiser. Si je disais que quelque chose m'avait blessée, elle clignait lentement des yeux et disait « Oh, je ne voulais pas dire ça de cette façon », comme si ma blessure était un inconvénient, comme si mes sentiments étaient une erreur de traduction. C'est ce qui a rendu la nuit dernière différente. « Tu mangeras après tout le monde », avait-elle dit. Pas avec méchanceté, mais avec efficacité, avec une froideur si bien rodée qu'elle passait pour de la logique. Je ne faisais pas partie de la fête, je faisais partie du personnel. Et quand je me suis levée, que j'ai pris le rôti et que je suis partie, elle ne m'a pas arrêtée. Pas même un murmure, juste le silence, ce qui m'a tout dit. Ce matin, après mon thé, j'ai ouvert une autre boîte que je n'avais pas regardée depuis des années. À l'intérieur se trouvaient les lettres de Margot. De vraies lettres, écrites à la main, cachetées, timbrées. Elle croyait au papier. Les écrans mentent, avait-elle l'habitude de dire. L'encre dit la vérité. J'en ai lu 3. L'une parlait du premier récital de piano de Camille. Combien elle avait été nerveuse. Comment ses mains avaient tremblé avant la première note. Et comment elle avait souri après, comme si elle avait gravi une montagne. Une autre était juste une liste de choses pour lesquelles Margot était reconnaissante cette semaine-là. La troisième était plus difficile. Elle avait été écrite après un examen, celui qui montrait que le cancer s'était propagé. « Je n'ai pas peur de mourir », écrivait-elle. « J'ai peur d'être oubliée. » J'ai replié la lettre et je l'ai serrée contre moi. « Je ne t'ai pas oublié, mon bébé », ai-je murmuré. « Je ne t'oublierai jamais. » J'ai passé l'après-midi à écrire une nouvelle lettre. Celle-ci pour Camille. Pas des excuses, pas une plainte. Juste une histoire, une tranche de souvenir du temps où elle était petite et où je lui apprenais à faire une pâte à tarte. Ses petites mains couvertes de farine, son visage concentré avec sérieux. Je l'ai terminé par « Tu as toujours fait attention. Je le vois maintenant. Je voulais juste que tu saches que moi aussi. » J'ai scellé l'enveloppe, écrit son nom, et je l'ai posée près de la porte. Demain, je la lui donnerai en personne. Il y a une sorte de silence qui vient non pas de la paix, mais de l'absence. C'était celui qui emplissait la maison d'Élise le matin après mon départ.
Je l'ai imaginé en faisant bouillir l'eau pour le thé. Comment les enfants chuchotaient au-dessus de leurs céréales, incertains de pourquoi la chaise de mamie était vide. Comment Christophe, le mari d'Élise, la regardait, attendant une explication. Et comment elle, avec tout son talent pour l'esquive, n'avait probablement rien dit du tout. Le silence est plus facile que d'admettre que ta mère est partie avec le plat principal sous le bras. Je me suis assise sur mon perron avec mon thé, enveloppée dans un vieux cardigan que Margot m'avait offert le Noël avant la naissance de Camille. Les coudes étaient usés, une poche se décousait, mais il sentait encore faiblement sa lotion vanillée préférée. J'ai regardé un écureuil traverser la clôture en courant, puis se figer à mi-chemin, sentant que je l'observais. J'ai souri. J'aimais la compagnie. Vers 10 heures, j'ai entendu la voix de Camille avant de la voir. « Mamie !» Je me suis levée trop vite et j'ai senti le pincement familier dans mon genou droit. « Par ici, ma chérie. » Elle est arrivée par le côté de la maison, tenant un sac en papier brun, les cheveux attachés, les joues roses. « J'ai apporté des viennoiseries ?» dit-elle. « De la petite pâtisserie près de la librairie, celle que tu adorais. » J'ai presque ri. « Adorais. J'adore toujours. » Entre. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine avec des croissants aux amandes entre nous, encore tièdes. Camille a versé le thé comme elle m'avait vu le faire une centaine de fois. Elle l'avait probablement fait. Elle n'a pas posé de questions tout de suite, et je ne me suis pas précipitée pour expliquer. Nous avons juste mangé lentement, comme si nous avions le temps. « J'ai vu le visage de maman hier soir, » dit-elle finalement. Quand elle est revenue à table, elle avait l'air creuse, comme si elle ne s'attendait pas à ce que tu partes vraiment. J'ai bu une gorgée de thé. Moi non plus, jusqu'à ce que je le fasse. Je suis contente que tu l'aies fait. Elle a baissé les yeux vers ses mains. Je voulais dire quelque chose, mais je n'avais pas l'impression que c'était ma place. Ce n'était pas le cas, ai-je dit. Et pourtant te voilà. Elle a souri, mais le sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Elle n'est pas une mauvaise personne, tu sais. Je sais. Mais elle te traite comme une faveur qu'elle fait à l'univers. Comme si elle s'attendait à des applaudissements pour te laisser exister dans sa maison. Je n'ai rien dit. Je sais que ça semble dur, a-t-elle ajouté. Non, ai-je dit, ça semble juste. Nous sommes restées assises dans cet accord silencieux un moment. Puis elle a sorti quelque chose de son sac, un jeu de clés de maison. J'ai fait des doubles, dit-elle. Pour les urgences, bien sûr, mais aussi pour que je puisse passer quand je veux. Tu sais, si tu veux. J'ai pris les clés. Je les ai soupesées dans ma paume. 3 clés, une avec un protège-clés rose en caoutchouc. Est-ce que j'ai mon mot à dire sur le porte-clés? Ai-je taquiné. Camille a souri. C'est non négociable. Nous avons parlé encore un moment, de l'université, de son travail à la bibliothèque universitaire, du chat du voisin qui n'arrêtait pas d'entrer dans son appartement par l'escalier de secours. Elle a dit qu'il s'appelait Clémentine et qu'il avait des opinions sur tout. Quand elle est partie, je suis restée sur le perron jusqu'à ce que sa voiture tourne au coin de la rue. Puis, je suis rentrée, je me suis assise à la table et j'ai gardé les clés un peu plus longtemps avant de les placer dans le tiroir où je rangeais la lampe de poche, les piles de rechange et mes vieilles fiches de recettes. Je pensais me sentir plus seule, mais non, je me sentais contenue, comme si j'avais retrouvé une forme qui avait toujours été la mienne. Le reste de la journée s'est passé en petits gestes délibérés. J'ai rassemblé le linge, je l'ai trié à la main, j'ai lavé la vaisselle même s'il n'y en avait que quelques pièces, j'ai vérifié le courrier même si je n'attendais rien. Et puis, en fin d'après-midi, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis plus d'1 an. J'ai ouvert ma boîte à couture. Le couvercle a grincé. À l'intérieur, il y avait des boutons, des fils, des chutes de tissu, de vieilles épingles émoussées par le temps. J'ai sorti un morceau de coton bleu doux que j'avais acheté sur un coupe-de-tête il y a 2 ans, avec le projet de faire une robe d'été pour Camille que je n'avais jamais commencé. Mes doigts bougeaient plus lentement maintenant. Mais la mémoire musculaire est revenue. Je n'avais pas besoin de finir quoi que ce soit. Juste commencer. Juste rappeler à mes mains qu'elles savaient encore créer. Pas seulement entretenir. Dehors, le ciel a pris cette teinte violette meurtrie qu'il prend juste avant la nuit. Et toujours le téléphone n'a pas sonné. C'est Camille qui a demandé la première. « Tu crois que maman sait encore qui tu es ?» Nous étions assises dans le salon, une théière entre nous, la lumière du soleil entrant en biais à travers les rideaux de dentelle. Elle ne l'avait pas dit comme une attaque, juste une question, une vraie. Mais elle a atterri comme une pierre. J'ai remué mon thé.
non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce que mes mains avaient besoin de quelque chose à faire. Je pense qu'elle connaît la version de moi qu'elle a décidé de garder, ai-je dit. Camille a penché la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ai-je commencé lentement, qu'elle se souvient de la femme qui préparait ses repas et signait ses autorisations de sortie scolaire, celle qui gardait ses vêtements propres et son lit fait. Elle se souvient de moi à travers l'utilité, à travers les corvées, à travers la routine, mais pas à travers la joie, pas à travers les choses que j'aimais avant de devenir maman à plein temps. Camille s'est penchée en avant, le menton posé sur sa main. Alors, qu'est-ce que tu aimais? La question était simple, mais je n'y avais pas répondu depuis des années. J'aimais danser, ai-je dit après une pause. Le rock surtout, et le bal aussi. J'ai fait partie d'un groupe de danse à l'université pendant 1 an, avant de rencontrer ton grand-père. Et j'aimais les vieux disques de jazz et les sablés au citron et nager à la rivière les jours les plus chauds de juillet. Je me suis arrêtée, surprise par la soudaine oppression dans ma poitrine. Et j'aimais les dimanches matins quand la maison était silencieuse et que je m'asseyais près de la fenêtre avec un livre et que personne n'avait besoin de rien de moi. Camille a souri doucement. Je ne savais pas ça. Bien sûr que non. Personne n'a jamais demandé. Elle avait l'air sur le point de parler, mais son téléphone a vibré. Elle a regardé l'écran, a grimacé et l'a retourné face contre table sans répondre. Ta mère? Elle a hoché la tête. Elle est intense en ce moment. Elle n'arrête pas de demander où je suis, si j'ai pris de tes nouvelles. Comme si elle se souciait soudain à nouveau. Elle n'aime pas quand les choses bougent sans sa permission. Maniaque du contrôle. Elle ne pense pas l'être, ai-je dit. C'est le problème. Elle pense qu'elle sauve les gens. Elle pense qu'elle protège la famille de l'embarras, du désordre, de Dieu nous en préserve, l'inconfort. Camille a levé un sourcil. En disant à sa propre mère d'attendre que tout le monde ait mangé. J'ai haussé les épaules. C'est le genre de confort auquel elle croit. La hiérarchie, la performance. Elle veut que sa vie ait l'air propre de l'extérieur, peu importe quelle moisissure pousse en dessous. Camille a secoué la tête. Je ne veux pas devenir comme ça. Tu ne le deviendras pas, ai-je dit en lui prenant la main. Tu poses des questions. Tu es présente. Elle a serré mes doigts, doucement. Cet après-midi-là, nous sommes allés nous promener, juste dans le quartier. L'air sentait les feuilles humides et la fumée de cheminée. Camille portait un sachet de biscuits qu'elle avait pris en chemin, et nous les avons partagés en marchant. « Tu regrettes, parfois » demanda-t-elle soudain. « Tout ce que tu as abandonné. » J'ai réfléchi un moment. Le trottoir craquait sous nos pieds. Un corbeau appelait depuis un fil électrique. Je regrette d'avoir pensé que ce serait remboursé. Camille n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a dit « C'est juste. » Quand elle m'a déposé plus tard, elle m'a serré plus fort que d'habitude. J'ai regardé sa voiture disparaître au bout de la rue, puis je suis rentrée et j'ai verrouillé la porte, non par peur, mais par choix. J'aimais savoir qui j'autorisais à entrer. Ce soir-là, je me suis assise près de la radio et j'ai trouvé une station qui passait encore du jazz, du Coltrane en particulier. J'ai fermé les yeux et je me suis souvenue de l'odeur des parquets cirés, du poids de la main de quelqu'un sur ma taille, du frisson de tourner en rythme avec une musique plus grande que nous deux. Je n'ai pas dansé. Pas vraiment. Je me suis juste balancée sur place, mais c'était suffisant. Le lendemain matin, Élise est venue à la maison. Je l'ai vue par la fenêtre, debout, raide sur le perron, tenant quelque chose dans ses bras. Je n'ai pas bougé tout de suite. Je l'ai laissé frapper 2 fois. Puis j'ai ouvert la porte. « Bonjour, maman », dit-elle, sa voix trop lumineuse, trop fragile. J'ai hoché la tête. Élise. Elle a tendu un plat couvert d'aluminium. J'ai rapporté ton plat et un peu de dinde de ce qui restait, enfin. Je l'ai regardée sans tendre la main. J'ai de la nourriture. Son sourire a vacillé. Je pensais juste, « Pourquoi es-tu vraiment là ?» Elle s'est raidie. « C'est si étrange que je vienne te voir. »« Oui, » ai-je dit simplement. Elle a regardé derrière moi dans la maison. Camille m'évite. « Elle est venue ici. »« Oui. » Une pause. Élise a pris une inspiration. « Maman, je sais que les choses ont été tendues, mais tu dois comprendre qu'il y avait des invités, des attentes. Je ne voulais pas être irrespectueuse. Tu t'en fichais juste de l'être. Ce n'est pas juste? Non, ai-je dit. Ce ne l'est pas. Mais c'est vrai. Nous sommes restés là quelques secondes. L'air entre nous épais de choses qui n'avaient jamais été dites. Elle a tendu le plat à nouveau. Je n'ai pas bougé. J'ai fait un rôti, ai-je dit doucement.
Élise a cligné des yeux. Quoi? J'ai fait un rôti le soir où je suis partie. Je me suis assise dans ma propre cuisine, à ma propre table, et je l'ai mangé pendant qu'il était encore chaud. Elle avait l'air confuse, comme si elle ne pouvait pas décider si j'étais en colère ou fière. Maman, je n'ai pas besoin de tes restes, ai-je dit gentiment. Puis j'ai fermé la porte. Je n'ai pas verrouillé après le départ d'Élise. Je n'en avais pas besoin. Certaines limites sont plus solides que des verrous. Je suis restée dans le couloir un moment, me raccrochant au calme. Mes mains ne tremblaient pas. Mon souffle ne s'est pas bloqué. La vieille peur, celle qui dit que tu es ingrate ou qu'elle voulait bien faire, avait disparu. Elle s'était fanée quelque part entre la porte d'entrée et la première bouchée de ce rôti que j'avais mangé seule. Et comme tout ce qui est mort, elle n'avait plus de pouvoir. Plus tard, j'ai emballé le plat qu'elle avait apporté dans un torchon de cuisine et je l'ai descendu jusqu'au congélateur de dons de l'église. Ils acceptent la nourriture discrètement là-bas. Pas de questions, pas de formulaire. Juste une âme gentille qui s'assure que rien ne se perde. J'ai placé la dinde à l'intérieur, laissé le plat, et je suis rentrée sans me retourner. Quand je suis revenue, la bouilloire était encore chaude. C'est alors que j'ai su ce que je devais faire ensuite. Pendant des années, j'avais laissé Élise s'occuper des choses. Les factures, les comptes en ligne, les renouvellements. Ça a commencé petit, un rappel pour payer l'électricité, une suggestion de regrouper nos forfaits téléphoniques. Puis sont venus les comptes bancaires. Elle m'a convaincue de l'ajouter comme utilisatrice autorisée sur l'un d'eux, au cas où quelque chose arriverait. Puis un autre, puis les prélèvements automatiques ont commencé. Les frais de scolarité pour les enfants, une partie des courses, même une contribution mensuelle pour l'aide ménagère que je n'ai jamais vraiment vue détaillée. Je n'ai pas discuté. Je me suis dit que j'étais utile, que les familles s'entraident, qu'elle avait tant fait pour moi en me laissant vivre avec eux. Maintenant, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était combien habilement elle avait construit la cage. Pas par cruauté, non, juste par sentiment d'avoir tous les droits, tranquille, subtil et constant. J'ai ouvert les tiroirs où je gardais mes documents avant d'emménager chez Élise. Mon nom était toujours sur tous les comptes. La banque avait changé son logo depuis la dernière fois que je m'en étais occupée, mais l'essentiel était le même. J'ai appelé l'agence directement. « Oui, Madame Fontaine ?» dit le jeune homme après avoir confirmé mon identité. « Vous êtes toujours la titulaire principale du compte épargne et du compte joint. Comment puis-je vous aider? J'aimerais faire quelques changements, » ai-je dit, mais je préférerais les faire en personne. « Bien sûr. Avez-vous besoin d'aménagement? Nous avons des services d'assistance si... » « Je peux marcher, ai-je dit. Merci. » Il a hésité. « Nous sommes ouverts jusqu'à 17 heures. Je serai là dans 1 heure. » J'ai raccroché et j'ai enfilé un pantalon et un pull bleu marine. Quelque chose de solide, quelque chose à moi. J'ai épinglé ma barrette en argent. Celle que Margot disait toujours me donnait un air décidé et posé. Puis j'ai pris mon vieux sac en cuir, glissé mon carnet à l'intérieur, et je suis allée au coin de la rue pour prendre le bus. Ça faisait du bien d'attendre à l'arrêt. Normal. Ancré. Personne ne me trimballe comme un bagage. Personne n'appelle pour demander où je vais. Juste moi, dehors dans le monde, faisant quelque chose pour moi-même. À la banque, le même jeune homme qui avait répondu au téléphone m'a accueilli au comptoir. Son badge indiquait Kevin. Il a souri poliment, mais avait l'air légèrement mal à l'aise, comme si j'allais me mettre à pleurer ou à me plaindre à tout moment. C'est ce qu'ils attendent des femmes de mon âge, des larmes ou de la confusion. Je ne lui ai donné ni l'un ni l'autre. Je voudrais retirer un utilisateur autorisé de 2 comptes, ai-je dit en posant ma carte d'identité à plat sur le comptoir. Il a cligné des yeux. Oui, bien sûr. Si vous voulez bien passer dans un de nos bureaux, je vais chercher les formulaires. 10 minutes plus tard, j'étais assise à un bureau poli, signant des papiers d'une main stable. Souhaitez-vous également révoquer les autorisations d'accès en ligne? A-t-il demandé. Oui, et les virements automatiques. Tos! A-t-il marqué une pause, les yeux fixés sur l'écran. Il y a un virement récurrent de 450 € chaque mois vers un compte pour les frais de sport. Je sais, ai-je dit. Annulez-le. Une autre pause. Il y a aussi des plus petits. Des abonnements, des services à domicile, quelques trajets en VTC. Vous reconnaissez cela? Non. Annulez tout. Il a hoché la tête et s'est mis à taper. Vous recevrez des emails de confirmation plus tard dans la journée. Je lui ai donné une nouvelle adresse email que j'avais créée ce matin-là. Envoyez-les ici.
Ses doigts ont encore hésité. Madame Fontaine, si je puis me permettre, c'est un changement important. Souhaitez-vous que nous signalions le compte au cas où quelqu'un essaierait de rétablir l'accès sans votre consentement? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Oui, signalez-le. Quand j'ai eu fini, il m'a accompagné jusqu'à la porte. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous aujourd'hui? J'ai souri. Vous avez déjà fait plus que vous ne le pensez. Dehors, le vent s'était levé. J'ai serré mon pull contre moi. Mais je n'avais pas vraiment froid. Mon corps vibrait. Pas d'adrénaline, mais de certitude. Pour la première fois depuis longtemps, je savais exactement quel nom était sur quoi. Et ce n'était que le début. J'étais à mi-chemin de l'arrêt de bus quand mon téléphone a vibré. Élise. Je l'ai laissé aller sur la messagerie. 1 minute plus tard, il a vibré à nouveau avec un texto. « Maman, il faut qu'on parle. Le paiement pour le stage de foot de Thomas vient d'être refusé. Qu'est-ce qui se passe? » Je n'ai pas répondu. Pas encore. Quand je suis rentrée, j'ai fait du thé et je me suis assise à la table de la cuisine avec mes anciens relevés de compte étalés devant moi. Les chiffres racontaient une histoire qu'Élise ne voudrait pas entendre. 450 € ici, 200 là. Des retraits plus petits presque chaque semaine. Rien d'illégal, rien que je n'avais pas techniquement autorisé, mais rien que j'avais vraiment choisi non plus. À l'heure du dîner, mon téléphone avait 6 appels manqués et une douzaine de textos. Je les ai tous lus, mais je n'ai répondu à aucun. J'avais besoin de réfléchir clairement, sans la voix d'Élise dans mon oreille, me disant que j'étais confuse ou que j'exagérais. Ou son expression préférée. Difficile. Alors que je lavais mon assiette, il y a eu un coup sec à la porte, 3 coups rapides, indéniablement ceux d'Élise. J'ai séché mes mains lentement et je suis allée ouvrir. Elle n'a pas attendu d'invitation, elle m'a juste poussée pour entrer dans le couloir. Son visage était rouge, son sac à main de marque serré contre elle comme une armure. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle exigé. « La banque dit que tu as supprimé mon accès à tes comptes. » Ils n'ont même pas voulu me dire quoi que ce soit. J'ai fermé la porte doucement. C'est comme ça que fonctionne la confidentialité. La confidentialité? Je suis ta fille. Je gère tes finances depuis des années. Tu ne peux pas juste... Je peux, ai-je dit. Je l'ai fait. Elle m'a regardée comme si j'avais fait pousser des ailes. Maman, tu as 79 ans. Tu arrives à peine à utiliser ta messagerie sans aide. Comment vas-tu gérer tout ça? De la même façon que je l'ai fait pendant les 60 années, avant que tu prennes le contrôle. Élise a passé une main dans ses cheveux, défaisant son brushing parfait. C'est à cause de l'autre soir du dîner? Je me suis déjà excusée pour ça. Non, ai-je dit. Tu ne t'es pas excusée. Elle a trébuché. Juste une seconde. Eh bien, je suis désolée si tu as ressenti. Ce n'est pas des excuses, c'est de l'esquive. Ses yeux se sont rétrécis. Depuis quand es-tu si combative? Depuis que je me suis souvenue que j'avais quelque chose à combattre. Elle a pris une profonde inspiration, essayant visiblement de se ressaisir. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix était plus douce, plus calculée. « Maman, je suis inquiète pour toi. Vivre seule, gérer tout par toi-même. C'est beaucoup. Tu n'es plus aussi jeune qu'avant. Aucun de nous ne l'est. Mais il y a des considérations pratiques. Et si tu tombais encore? Et si c'était une urgence? Alors j'appellerais le 15 comme n'importe qui d'autre. C'est ridicule. » Son sang-froid a craqué. Tu agis comme si je t'avais exploité alors que tout ce que j'ai fait, c'est t'aider. Qui t'a emmené à tes rendez-vous chez le médecin? Qui s'est assuré que tes ordonnances étaient renouvelées? Qui t'a invité dans notre maison? Et qui m'a fait manger dans la cuisine pendant que tout le monde était à table? Elle a tressailli. C'était une fois, une erreur. Non, ai-je dit doucement. C'était la seule fois où j'ai vu clairement. Le téléphone d'Élise a vibré. Elle l'a regardé, puis m'a regardé. Christophe attend dans la voiture. Cette conversation n'est pas terminée. Pour moi, elle l'est. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée. L'argent que j'ai pris, ce n'était pas pour moi. C'était pour tes petits-enfants, pour leurs activités, leurs études, des choses que tu as toujours dit vouloir aider. C'est vrai, c'est le cas. Mais je veux choisir comment et quand. Pas que ce soit décidé pour moi. Très bien, dit-elle, la voix tendue. Je dirai à Thomas qu'il ne peut pas aller au stage de foot cet été. Je lui expliquerai que mamie a décidé que son indépendance était plus importante que ses opportunités. L'ancienne moi se serait effondrée à ça. J'aurais couru pour arranger les choses, pour aplanir, pour m'assurer que personne n'était déçu, surtout pas à mes dépens. Mais cette Hélène-là avait disparu.
Tu es directrice marketing, Élise. Ton mari est agent immobilier. Vous vivez dans une maison de 5 chambres avec piscine. Si Thomas rate le stage de foot, ce ne sera pas à cause de mon compte en banque. Elle est partie sans un mot de plus, la porte se refermant derrière elle avec un clic décisif. Je me suis assise dans mon fauteuil près de la fenêtre pendant longtemps après, regardant le soir s'installer sur le quartier. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de l'effort pur de tenir bon. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un texto de Camille. Tu vas bien, mamie? Maman vient de m'appeler en fulminant à propos de la banque. J'ai tapé en réponse « Je vais bien ». Mieux que bien. Je mange de la soupe ce soir. Je t'aime. Elle a répondu avec un emoji cœur. Simple. Le bureau de l'avocat sentait le cirage au citron et le vieux papier. J'y étais allée une fois auparavant, il y a des années, quand Robert et moi avions rédigé nos testaments après sa première alerte cardiaque. Le bâtiment était le même, des couloirs étroits, des moulures éraflées. Mais la réceptionniste était nouvelle, et les chaises dans la salle d'attente étaient maintenant en simili-cuir au lieu de velours. Le genre de changement dont personne ne parle, mais qu'on ressent quand même. Madame Fontaine, la réceptionniste a souri. Vous êtes là pour voir Maître Durand. Il vous attend. Elle m'a conduite le long d'un court couloir, jusqu'à un petit bureau avec de hautes fenêtres. L'homme derrière le bureau s'est levé quand je suis entrée, plus gris que dans mon souvenir, mais sa poignée de main était toujours ferme. « Hélène », dit-il en me montrant la chaise en face de lui. « Ça fait un moment. Oui, trop longtemps. » Il s'est assis et a croisé les mains. « Qu'est-ce qui vous amène ?» Je n'ai pas hésité. Je voudrais réviser mon testament et créer un trust pour ma petite fille. Il a cligné des yeux une fois. D'accord. Il n'y avait pas de jugement dans sa voix, juste un professionnalisme calme, exactement ce dont j'avais besoin. Vous vous souvenez de Margot? Bien sûr. Elle n'est plus là maintenant. Partie depuis un moment. Je suis désolée. J'ai hoché la tête une fois. Elle a laissé une fille, Camille. Je veux m'assurer que tout ce que j'ai ira à elle, pas à mon autre fille. Il n'a pas bronché. On peut faire ça. Je veux aussi protéger ses biens de mon vivant, ai-je ajouté. Camille est jeune, mais je lui fais plus confiance qu'à n'importe qui d'autre. Je ne veux pas qu'Élise ou qui que ce soit d'autre ait accès à quoi que ce soit à mon nom. Marc a ouvert un bloc-notes et a commencé à prendre des notes. On peut créer un trust. Vous garderez le contrôle en tant que gérante, mais vous désignerez Camille comme bénéficiaire. De cette façon, quand le moment viendra, elle héritera sans passer par une succession. Bien. Je recommanderais aussi de révoquer toute procuration financière qui nomme actuellement Élise. Déjà fait, ai-je dit. La banque a été notifiée. Son accès est supprimé. Il a levé les yeux, les lèvres se plissant en quelque chose entre un sourire et un hochement de tête approbateur. Je veux que le trust inclue la maison, ai-je continué. Tous les comptes que je détiens encore, tous les investissements, tout. C'est faisable. On rédigera un inventaire des biens et on transférera la propriété à l'entité du trust. Vous vivrez toujours dans la maison, vous utiliserez les fonds, mais légalement, c'est le trust qui les possède. Parfait. Il m'a regardé un moment, le stylo en suspens au-dessus du papier. Puis-je vous demander ce qui a motivé ce changement, Hélène? J'ai pris une inspiration. Elle m'a dit de manger après tout le monde. Son front s'est plissé, puis s'est détendu. Il n'avait pas besoin des détails. La phrase suffisait. Je vois. Elle gère les choses depuis des années. Pas mal, mais pas gentiment non plus. J'ai laissé faire. Je pensais que j'étais utile. Mais dernièrement, j'ai commencé à me souvenir que je suis encore une personne. Pas un devoir. Pas un portefeuille avec un cardigan. Il a pris encore quelques notes. Il y a autre chose que vous devriez savoir, dit-il, sa voix prudemment neutre. Élise m'a contacté le mois dernier au sujet de la préparation de documents de tutelle pour vous. La pièce a semblé basculer légèrement. Tutelle. Oui. Elle a exprimé des inquiétudes concernant votre capacité de décision. Elle a mentionné une chute, une confusion avec les médicaments. J'ai glissé dans la salle de bain l'année dernière. J'allais bien. Et je n'ai jamais confondu mes médicaments. Il a levé la main. Je vous dis juste ce qu'elle a dit. Je l'ai informée que la tutelle est un processus juridique complexe nécessitant des évaluations médicales et l'approbation du tribunal. Ce n'est pas quelque chose que j'entreprendrais sans preuve claire d'incapacité. Ma gorge était sèche. Avait-elle ces preuves? Non. Elle avait des inquiétudes, ce qui est différent. Mais maintenant que vous êtes ici,
prenant des décisions claires et rationnelles concernant vos biens, je suis encore plus convaincue qu'une tutelle serait inappropriée. Je me suis adossée à ma chaise, essayant de digérer cette nouvelle information. Élise n'avait pas seulement contrôlé mon argent. Elle s'était préparée à me contrôler entièrement. « Que dois-je faire ?» ai-je demandé finalement. « Pour me protéger. D'abord, ce trust que nous mettons en place. Deuxièmement, de nouvelles directives anticipées et un mandataire de santé. Je suggérerais de nommer quelqu'un d'autre qu'Élise. Et troisièmement, je recommanderais d'obtenir une évaluation actuelle de votre médecin traitant confirmant votre santé cognitive. Non pas parce que j'en doute, mais parce que cela crée un dossier si les choses deviennent conflictuelles. Et le deviendront-elles? Conflictuelles? Marc a soupiré. Quand l'argent et le contrôle sont impliqués, les dynamiques familiales peuvent se compliquer. Je ne dis pas qu'Élise contesterait cela légalement, mais il vaut mieux être préparé. J'ai hoché la tête, sentant un nouveau poids se poser sur mes épaules. Ce n'était plus seulement une question de compte bancaire. C'était une question de mon autonomie, de ma personne. Je ne veux pas que ce soit une punition, ai-je dit. Je veux juste être claire sur ma position. Je veux que Camille ait ce que j'ai construit, pas ce que quelqu'un d'autre a siphonné. Elle l'aura. Le rendez-vous a pris encore 1 heure. Quand nous avons fini de revoir les formulaires et de définir les contingences, je me sentais plus stable que depuis des mois. Alors que Marc glissait les documents préliminaires dans un dossier, il m'a regardé avec un respect tranquille. « La plupart des gens attendent trop longtemps, » dit-il, jusqu'à ce qu'ils aient déjà été vidés. J'ai attendu assez longtemps. Il s'est levé pour me raccompagner. Quand tout sera finalisé, je vous appellerai, mais vous devrez revenir pour les signatures. Je serai là. Dehors, le ciel était devenu gris ardoise et l'air sentait la pluie. Je n'ai pas pressé le pas. Je suis passée devant la pharmacie, devant la boulangerie, devant le petit parc avec la balançoire rouillée. Je me suis assise sur un banc sous les arbres et j'ai juste respiré pendant un moment. Il y a quelque chose d'étrange à reprendre le contrôle après l'avoir abandonné si longtemps. Ce n'est pas triomphant, c'est silencieux. Comme ajuster sa posture après des années à se pencher du mauvais côté. Mon téléphone a vibré. Un message de Camille. « Tout va bien, mamie ?» J'ai tapé en réponse. Ça commence à aller. Puis j'ai glissé le téléphone dans ma poche et j'ai écouté le vent dans les feuilles. Je savais que j'avais mis quelque chose en mouvement qui ne pouvait pas être facilement arrêté. Mais je n'étais pas préparée à la rapidité avec laquelle les choses allaient s'intensifier. Le lendemain matin de mon rendez-vous avec Marc, je me suis réveillée pour trouver le SUV gris argenté de Christophe garé devant ma maison. Pas la voiture d'Élise, celle de Christophe. C'était délibéré. Il était assis sur mon perron quand j'ai ouvert la porte. Sa posture normalement assurée était affaissée, son visage tiré. Il s'est levé quand il m'a vue. « Hélène », dit-il, tentant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « J'espère que ce n'est pas trop tôt. »« Non », ai-je dit, ne l'invitant pas encore à entrer. « Qu'est-ce qui t'amène ici, Christophe ?» Il a passé une main sur ses cheveux coupés courts. J'espérais qu'on pourrait parler, juste nous deux. Je l'ai étudié un moment. Christophe Moreau avait toujours été assez agréable, charmant lors des réunions de famille, généreux avec les cadeaux à Noël. Mais en 15 ans de mariage avec ma fille, nous n'avions jamais eu une conversation en tête-à-tête qui dure plus de 5 minutes. « Entre », ai-je dit finalement. « Je vais faire du café. » Dans la cuisine, il s'est assis maladroitement à la table pendant que je préparais la cafetière. Le silence s'est étiré entre nous jusqu'à ce que la machine commence à gargouiller. « Élise ne sait pas que je suis là !» dit-il brusquement. Je m'en doutais. Elle est contrariée. Je sais. Il s'est agité sur sa chaise. « Écoute, Hélène, je ne suis pas là pour prendre parti, mais cette situation dérape. Élise parle d'action en justice, d'évaluation médicale, de tutelle. J'ai terminé. » Oui, Marc me l'a dit. Christophe a eu l'air surpris. « Tu as déjà vu un avocat? Here. » Il a expiré lentement. « Alors tu comprends à quel point c'est sérieux? Je comprends que ma fille est contrariée parce que j'ai repris le contrôle de mon propre argent. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ça nécessite une action en justice. » Christophe a fixé son café. « Ce n'est pas seulement une question d'argent, Hélène. Élise s'inquiète pour toi, que tu vives seule, que tu prennes des décisions financières importantes sans consultation. Sans sa permission, tu veux dire? » Il a grimacé. « Ce n'est pas juste. »« Vraiment? » J'ai pris une gorgée de mon café. « Christophe, je vais te poser une question, et je veux une réponse honnête.
Pas ce qu'Élise t'a dit de dire. Pas ce que tu penses qui va aplanir les choses. Juste la vérité. Tu peux faire ça? Il a hoché la tête avec hésitation. Est-ce que toi et Élise avez des problèmes d'argent? Son visage a rougi. Quoi? Non, on va bien. Le marché a été un peu lent, mais parce que 450 € par mois pour le sport de Thomas, ça semble excessif, et il y avait beaucoup d'autres retraits de mes comptes que je n'avais jamais autorisés. Des petits, réguliers. Les yeux de Christophe sont tombés sur la table. Le marché a été plus que lent, a-t-il admis. Et l'entreprise d'Élise a fait des licenciements le trimestre dernier. Elle a gardé son poste, mais ils ont coupé les primes. On a dû s'adapter. En utilisant mon argent. Ce n'était pas comme ça, dit-il rapidement. On allait te rembourser. Élise ne voulait juste pas t'inquiéter avec nos problèmes de trésorerie temporaire. J'ai ressenti un mélange étrange de satisfaction et de tristesse. Alors toute cette inquiétude pour ma capacité mentale, pour moi vivant seule, c'est vraiment pour garder l'accès à mes comptes. Non, dit Christophe, mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. Élise s'inquiète vraiment pour toi. On s'inquiète tous les deux. Juste pas assez pour me laisser manger à table avec vos clients. Il a eu la grâce de paraître honteux. C'était mal. Je le lui ai dit après ton départ. J'ai levé un sourcil. Vraiment? Avant ou après que tu aies réalisé que le rôti était parti? Un fantôme de sourire a touché ses lèvres. Après? Mais je l'aurais dit quand même. Nous sommes restés assis en silence un moment, le café refroidissant entre nous. Qu'est-ce que tu veux, Christophe? Ai-je demandé finalement. Pourquoi es-tu vraiment là? Il a soupiré lourdement. Honnêtement, pour comprendre ce qui se passe, Élise est rentrée hier en parlant d'avocat, de trust et de la coupée du testament. Elle est convaincue que tu as perdu la tête. Mais assise ici avec toi, tu m'as l'air parfaitement bien. Mieux que bien. Tu m'as l'air plus lucide que depuis des années. Je le suis. Alors qu'est-ce qui a changé? Moi, ai-je dit simplement. Ou plutôt, je me suis souvenu de qui j'étais avant de laisser Élise commencer à prendre toutes mes décisions. Christophe a hoché la tête lentement. Je comprends ça. Je comprends vraiment. Il a hésité, puis a ajouté « Mais ce trust, ce nouveau testament qui coupe complètement Élise, ce n'est pas extrême? » Je ne la coupe pas de ma vie, Christophe. Juste de mes comptes bancaires. Il y a une différence. Elle ne le verra pas comme ça. C'est son choix. Il a vidé son café et s'est levé. Je devrais y aller. Élise pense que je suis à la salle de sport. Je l'ai accompagnée jusqu'à la porte. Alors qu'il mettait le pied sur le perron, il s'est retourné. Pour ce que ça vaut, Hélène, je pense que tu fais ce qu'il faut. Te défendre. Je voudrais juste que ça ne doive pas être si conflictuel. Moi aussi, ai-je dit. Mais je n'ai pas créé cette situation. Après son départ, je me suis rassise à la table de la cuisine, réfléchissant à ce qu'il avait dit. Des problèmes financiers. Cela expliquait certaines choses, mais pas tout. Pas l'érosion lente de mon indépendance au fil des années. Pas les remarques méprisantes subtiles. Pas le « tu mangeras après tout le monde ». Mon téléphone a vibré avec un texto. Pas d'Élise cette fois, mais de Thomas, son fils de 16 ans. « Mamie, je peux passer après les cours ?» Juste pour parler. J'ai souri à l'écran. « Bien sûr, mon chéri. J'aurai des biscuits. » Peut-être que tout n'était pas cassé après tout. Thomas est arrivé à 15h30, encore dans ses vêtements d'école, son sac à dos sur une épaule. Il avait grandi depuis la dernière fois que je l'avais vraiment regardé, approchant la taille de son père avec la même mâchoire forte, mais les yeux doux de Margot. C'était étrange comme la génétique battait les cartes, distribuant des traits des deux côtés de la famille. « Salut, mamie !» dit-il en me faisant un rapide câlin avant de se laisser tomber sur le canapé. « Merci de me recevoir. Tu n'as jamais besoin de permission, » lui ai-je dit en posant une assiette de biscuits sur la table basse. « C'est toujours la maison de ta mamie. » Il a attrapé un biscuit et a mordu dedans. « Ils sont vrais ?» dit-il, l'air surpris. « Genre, tu les as faits toi-même ?» Par opposition à quoi? Maman achète toujours ceux de la pâtisserie et les met sur une assiette comme si elle les avait faits. J'ai ri. « Eh bien, ne lui dis pas que je te l'ai dit. » Il a souri. Puis son visage est devenu sérieux. « Alors, qu'est-ce qui se passe entre toi et maman? Elle est dingue ces derniers temps. Tous ces appels chuchotés avec papa, des discussions sur des avocats et des médecins et tout ça. » J'ai soupiré. « C'est compliqué, Thomas. J'ai 16 ans, pas 6. Je peux gérer le compliqué. » Je l'ai étudié un moment, puis j'ai hoché la tête. « Ta mère et moi ne sommes pas d'accord sur le fait que je puisse gérer mes propres affaires, mon argent,
ma maison, mes décisions. À cause de ta chute l'année dernière? En partie, mais c'est plus que ça. C'est une question de contrôle. Qui ne l'a pas? Il a réfléchi à ça, prenant un autre biscuit. C'est pour ça que tu as pris le rôti et que tu es parti. Maman ne voulait pas vraiment en parler. Elle a juste dit que tu ne te sentais pas bien. Je me sentais parfaitement bien. Juste pas particulièrement bienvenue. Thomas a baissé les yeux vers ses mains. Elle t'a dit de manger dans la cuisine, n'est-ce pas? Pendant que les Beaumont étaient là. Tu savais? Il a hoché la tête. Je l'ai entendu te le dire. Je voulais dire quelque chose, mais... Il s'est interrompu, gêné. Ce n'était pas ta place, ai-je dit gentiment. C'était entre ta mère et moi. Quand même, c'était nul. Nous sommes restés assis en silence confortable 1 minute. Puis Thomas a demandé « Tu changes vraiment ton testament? Tu donnes tout à Camille? » Les nouvelles allaient vite. Je fais quelques changements, oui, parce que tu es en colère contre maman. Non, ai-je dit, parce que je veux faire mes propres choix sur mes propres affaires et en ce moment, je fais confiance à Camille pour respecter ses choix. Il a hoché la tête lentement. Ça a du sens. Puis, avec la franchise de la jeunesse, je ne suis pas en colère, même si ça veut dire que je n'aurai rien. Je voulais juste que tu saches. Mon cœur s'est gonflé. Thomas Moreau, tu es un jeune homme remarquable. Il a rougi. Non, je suis juste... Une vague soudaine de vertige m'a envahi, lui coupant la parole. La pièce a basculé et je me suis agrippée au bras de mon fauteuil. Mais bien. La voix de Thomas semblait lointaine. Ça va? J'ai essayé de hocher la tête, mais le mouvement a empiré le vertige. Juste un peu étourdi, ai-je réussi à dire. Ça va passer. Mais ça n'a pas passé. Les bords de ma vision ont commencé à s'assombrir et je me suis sentie glisser sur le côté. Mamie! Thomas était à mes côtés en un instant. Ses bras jeunes et forts m'empêchaient de tomber au sol. Qu'est-ce qui se passe? Je dois appeler le 15? Non, ai-je dit, le mot sortant plus faible que je ne l'avais voulu. Aide-moi juste à m'allonger. La tension artérielle qui chute parfois. Il m'a guidée vers le canapé, soulevant mes jambes sur les coussins. J'appelle quelqu'un, dit-il fermement. Maman ou papa ou... Pas ta mère, ai-je dit en fermant les yeux contre la pièce qui tournait. S'il te plaît. Je l'ai entendu au téléphone, sa voix stable malgré l'inquiétude. Camille, c'est Thomas. Je suis chez mamie et quelque chose ne va pas. Elle a failli s'évanouir. Non, elle ne veut pas que j'appelle maman. D'accord, 15 minutes. Je reste avec elle. Il s'est agenouillé à côté du canapé, prenant ma main. Camille arrive? Repose-toi juste. D'accord. Je peux t'apporter de l'eau ou quelque chose? J'ai hoché la tête prudemment. De l'eau, ce serait bien. Et mes médicaments. Le flacon bleu dans l'armoire de la salle de bain. Pendant qu'il était parti, j'ai essayé de m'évaluer honnêtement. Le vertige reculait. Mais il avait été sévère. Pire que l'hypotension orthostatique habituelle que j'éprouvais parfois en me levant trop vite. C'était différent, inquiétant. Thomas est revenu avec l'eau et mes médicaments. Je les ai pris avec gratitude, la routine familière apportant un certain réconfort. « Tu as mangé aujourd'hui ?» a-t-il demandé, me surprenant par son côté pratique. J'ai essayé de me souvenir. Du thé. Un morceau de pain grillé. Mamie, il est presque 16 heures. C'est pas assez. Il est allé à la cuisine et est revenu avec une pomme et du fromage sur une assiette. Mange ça doucement. J'ai fait ce qu'on m'a dit, souriant malgré moi d'être maternée par mon petit-fils. Quand Camille est arrivée, essoufflée et inquiète, le pire était passé. Mais l'incident m'avait secouée. Pas seulement physiquement, mais dans ma nouvelle confiance. Mon corps m'avait trahi au pire moment, fournissant des munitions pour l'argument d'Élise, selon lequel je ne pouvais pas me débrouiller seule. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a demandé Camille en s'asseyant à côté de moi et en vérifiant mon pouls avec des doigts exercés. Elle avait travaillé comme aide-soignante pendant ses études. Juste un malaise, ai-je dit. La tension artérielle, probablement. « C'était quand la dernière fois que tu as vu ton médecin ?» a-t-elle demandé. « Il y a quelques mois, avant que j'emménage chez ta mère. » Elle a froncé les sourcils. « On devrait prendre rendez-vous, te faire examiner. » « Élise va utiliser ça, » ai-je dit doucement. « Elle va dire que ça prouve que je ne peux pas vivre seule. » L'expression de Camille s'est durcie. « Un malaise ne veut pas dire que tu as besoin d'un tuteur, mamie. Ça veut dire que tu as besoin d'une banane et peut-être d'un ajustement de médicaments. » Thomas, qui avait plané anxieusement, a pris la parole. « Je ne dirai rien à maman si c'est ce qui t'inquiète. » Je l'ai regardée, surprise.
Je ne te demanderai pas de garder des secrets pour ta mère, Thomas. C'est pas un secret, dit-il. C'est juste privé. Ta santé, c'est tes affaires. Camille a hoché la tête approbativement vers son cousin. Exactement. Mais mamie, il faut quand même s'assurer que tu vas bien médicalement. Je veux dire, j'ai soupiré. Je sais. J'appellerai le docteur Martin demain. Je t'emmènerai, a proposé Camille. Pas de discussion. Pendant qu'il s'affairait autour de moi, s'assurant que je mangeais plus, vérifiant mon pilulier pour s'assurer que je n'avais pas manqué de dose, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. De la gratitude pour leurs soins, de la frustration face aux limites de mon corps, et sous tout ça, une peur lancinante. Et si Élise avait raison? Pas sur le contrôle, pas sur l'argent, mais sur le fait que je vive seule. Et si aujourd'hui n'était pas juste un incident isolé, mais un avertissement? Camille a semblé lire mes pensées. « Arrête », dit-elle en s'asseyant à côté de moi. « Quoi que tu penses, arrête. Un mauvais jour n'efface pas une vie d'indépendance. Mais si ça arrive encore quand je suis seule, alors on trouvera une solution, » dit-elle fermement. Il y a des solutions entre complètement toute seule et abandonner tout contrôle à maman. On doit juste trouver la bonne pour toi. Thomas a hoché la tête, comme ces trucs d'alerte médicale. « Help! I've fallen and I can't get up !» a-t-il cité d'une voix exagérée de vieille dame, puis il a eu l'air mortifié. « Pardon, c'était... » Mais je riais, la tension brisée. « C'est bon, et tu as raison. Il y a des options. » Alors que la soirée s'installait autour de nous, nous trois assis dans mon salon, mangeant le dîner simple que Camille avait préparé, pas de porcelaine fine, pas de représentation, pas de hiérarchie, juste la famille se soutenant à travers un moment de vulnérabilité. Ce n'était pas parfait. Mon corps se sentait encore fragile et les questions sur mon avenir restaient sans réponse. Mais pour l'instant, c'était suffisant de savoir que je ne les affrontais pas seule. « Vous deux devriez rentrer », ai-je dit finalement. Je me sens beaucoup mieux et il se fait tard. « Je reste », dit Camille d'un ton qui n'admettait pas de discussion. « Juste pour cette nuit. » Thomas s'est levé à contre-cœur. Je devrais y aller. Maman va se demander où je suis. J'ai serré sa main. Merci d'avoir été là aujourd'hui, de m'avoir aidé. Il a haussé les épaules, gêné par les éloges. C'est ce que fait la famille, non? En le regardant partir, j'ai pensé à ces mots. C'est ce que fait la famille. Pas contrôler, pas diminuer, soutenir, respecter, être présent quand on a besoin. C'était une leçon simple, mais une leçon qu'Élise semblait avoir oubliée quelque part en chemin. Les documents étaient lignés prêts en une semaine. Je suis retournée au bureau de Maître Durand un jeudi matin. Le ciel était dégagé pour une fois. La lumière du soleil formant des flaques dorées sur les trottoirs, mais le vent avait encore de la morsure. Je portais mon manteau en laine, celui que Margot m'avait acheté l'année où elle avait eu sa promotion. Elle disait qu'il me donnait l'air de quelqu'un qui ne demande pas la permission. Je l'ai plié soigneusement sur le dossier de la chaise dans le bureau de Marc, tandis qu'il étalait les documents sur le bureau. « Voici la révision du testament », commença-t-il en tapotant doucement chaque page. « Voici l'accord de trust. Camille est désignée comme seule bénéficiaire. Vous êtes la gérante. La maison, les comptes et les fonds d'investissement sont listés dans l'annexe A. Et ici, il marqua une pause et la révocation formelle de la procuration financière. Il a glissé une épaisse enveloppe marquée Élise Moreau sur le bureau. Elle était déjà adressée et timbrée. Elle recevra une copie, confirma-t-il, ainsi que la lettre de cessation. Elle n'aura plus aucun pouvoir légal d'agir en votre nom à l'avenir. J'ai pris le stylo. Mes mains ne tremblaient pas. J'ai signé chaque page lentement, délibérément, regardant l'encre courbée derrière moi, comme un sentier que je pouvais enfin voir se former en temps réel. Quand nous avons terminé, Marc a rassemblé tout et glissé les documents signés dans un grand classeur. « C'est fait », dit-il. « Vous n'opérez plus sous des suppositions ou des habitudes. Tout est légalement à vous à nouveau. » J'ai hoché la tête. « Bien. Il y a encore une chose, » dit-il en ouvrant un petit tiroir. « Voulez-vous inclure une directive médicale? Quelqu'un pour parler en votre nom, si vous ne le pouvez pas? » Je n'ai pas hésité. « Camille, elle a moins de 30 ans, » m'a-t-il averti gentiment. « C'est légal, mais émotionnellement, elle est la seule qui demande encore ce que je veux. » Il a hoché la tête et a glissé le formulaire sur la table. Nous avons terminé en moins de 20 minutes. Quand je me suis levée pour partir, Marc m'a tendu le classeur.
Gardez-le en lieu sûr et faites savoir à Camille où il se trouve. Je le ferai. Et Hélène, je me suis retournée. Vous ne faites pas que récupérer des choses, vous les protégez. Il y a une différence. J'ai hoché la tête. C'est exactement ce que je fais. J'ai pris le chemin le plus long pour rentrer. Je suis passée devant le quartier d'Élise sans y tourner. Je suis passée devant l'école où Camille avait joué du violon au concert de CE2. Je suis passée devant la quincaillerie où Robert achetait des clous dont il n'avait pas besoin juste pour parler au propriétaire. Quand j'ai atteint ma maison, je l'ai ressentie d'une nouvelle façon. Pas comme un fardeau, pas comme un musée, mais comme un abri, une forteresse, la mienne. J'ai placé le classeur dans le tiroir avec la lampe de poche de secours et le chéquier de réserve. Puis je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai écrit une lettre à Camille. Pas dramatique, pas émotionnelle, juste des instructions. Où était le classeur? Qui appeler? Quoi faire? Si et quand? Quand j'ai terminé, j'ai glissé la lettre dans une enveloppe et j'ai écrit son nom en lettres majuscules sur le devant. Puis je l'ai placé sous le vieux pot à biscuits, celui qu'elle soulève toujours quand elle vient, comme si j'avais pu y laisser quelque chose de sucré. Je suis restée près de la fenêtre un moment, sirotant du thé, regardant la lumière de fin d'automne se déplacer à travers le jardin. Le téléphone a sonné une fois, puis encore, je l'ai laissé sonner. 5 minutes plus tard, un texto est arrivé. « Élise, il faut qu'on parle. C'est important. » Je l'ai supprimé sans lire la suite. Plus tard, dans la soirée, alors que le soleil plongeait derrière les toits, j'ai sorti mon agenda et j'ai commencé à faire des listes. Pas des listes de corvées ou de devoirs, des listes de choses que je voulais. Une nouvelle paire de chaussures de marche. Un petit bac surélevé pour le jardin au printemps. Un voyage. Juste un week-end quelque part avec de l'eau. Pas de grandes choses. Pas de choses sophistiquées. Juste les miennes. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, j'ai verrouillé la porte de l'intérieur. Pas par peur, mais comme une déclaration tranquille. J'étais chez moi. Le lendemain matin, j'ai trouvé une enveloppe inattendue dans ma boîte aux lettres, couleur crème, adressée en grandes lettres cursives arrondies, que je n'ai pas immédiatement reconnue. J'ai failli la jeter avec les prospectus et les coupons de réduction. Seule l'adresse de retour m'a arrêtée. Éléonore Bertrand. Je n'avais pas entendu ce nom depuis plus de 30 ans. Nous avions habité à 2 maisons l'une de l'autre quand les filles étaient petites. Elle avait des jumeaux, tous deux bruyants et rapides, qui traînaient toujours de la boue dans sa cuisine. Nous avions l'habitude de nous asseoir sur les marches de son jardin en buvant du café, pendant que les enfants transformaient l'arrière-cour en zone de guerre. Elle fumait des mentholés et portait ses cheveux en tresse qui pendaient dans son dos comme une corde. Elle avait déménagé quand son mari avait été muté dans le sud-ouest. Nous avions promis de nous écrire. Nous ne l'avions pas fait. J'ai ouvert la lettre à la table de la cuisine, le thé déjà en train d'infuser. Le papier était épais, l'encre un peu passée. « Ma chère Hélène », commençait-elle, « j'ai vu ton nom dans le bulletin paroissial. Il disait que tu avais pris la parole lors d'une collecte de fonds commémorative pour Margot au printemps dernier. Je n'arrivais pas à y croire. Je suis désolée d'avoir mis si longtemps à trouver les bons mots, mais quand j'ai revu ton nom, j'ai su que je devais te contacter. » Elle se souvenait de Margot, se souvenait de son rire, se souvenait d'elle dessinant sur le trottoir avec des craies et insistant que c'était des inventions. Elle écrivait sur ses garçons, l'un maintenant enseignant, l'autre travaillant dans les eaux et forêts. Elle avait des petits-enfants, un chien, une nouvelle hanche. Elle disait qu'elle était plus lente maintenant, mais pas encore finie. Puis vers la fin, je me souviens encore de la femme qui dansait pieds nus sous la pluie pour ses 40 ans. Celle qui disait « Si le monde est déjà mouillé, autant bouger avec lui. J'espère que tu as continué à danser. Et sinon, eh bien, il n'est jamais trop tard. » J'ai posé la lettre et j'ai senti quelque chose de doux et ancien pressé dans ma poitrine. Pas de la tristesse, pas tout à fait de la nostalgie, juste de la reconnaissance. J'avais oublié cette femme. Ce n'était pas un fantasme ou une version de moi-même d'un rêve. Elle était réelle. Elle avait vécu ici autrefois, dans ce corps, avec ses mains. Et je l'avais enterrée sous des années de « le dîner est prêt ?» et « tu peux aller chercher les enfants ?» et « tu es juste trop sensible, maman. » Je me suis levée, j'ai traversé la cuisine et j'ai ouvert le tiroir où je gardais les vieux torchons. Tout au fond, bien plié, il y avait un CD que Camille m'avait gravé il y a des années. « Le jazz de mamie », écrit au marqueur argenté. Je ne savais même pas s'il marcherait encore,
Mais j'ai sorti la vieille chaîne stéréo, je l'ai dépoussiérée et j'ai essayé. Elle a crépité, puis a trouvé le signal. La voix de Nina Simone a rempli la pièce, basse et profonde, comme du miel qui tourne dans la cuillère. Je me suis tenue près de la fenêtre, les bras croisés, juste à écouter. Puis je me suis laissée balancer, juste un peu. Le parquet a craqué sous moi, et mes genoux n'ont pas aimé le mouvement, mais j'ai bougé quand même, en chaussettes, sans personne pour me regarder, sans représentation. Ce n'était pas de la danse, pas vraiment, mais c'était peut-être assez proche. J'ai répondu à Éléonore le même après-midi. Je lui ai dit « Merci de te souvenir, de voir, de nommer la version de moi que j'avais oubliée. » Je lui ai parlé de Margot, de Camille, du rôti que j'avais emporté par la porte d'entrée comme une offrande à mon ancien moi. Je n'ai pas mentionné Élise. Je n'en avais pas besoin. J'ai terminé la lettre par une phrase qu'elle m'avait dite un jour après que j'avais renversé du café sur une nouvelle robe et que j'avais failli pleurer. « Tu as le droit d'être désordonné. Ne fais juste pas semblant que c'est le désordre de quelqu'un d'autre. » Je n'avais jamais oublié ça, même si j'avais oublié tout le reste. Quand j'ai marché jusqu'à la boîte aux lettres, le vent s'est levé, froid et rapide, mais pas punitif. La lettre d'Éléonore avait éveillé quelque chose en moi. Une reconnaissance que la vie pouvait encore vous surprendre, même à 79 ans, que de vieilles connexions pouvaient refaire surface quand on s'y attendait le moins, que peut-être il y avait d'autres choses que j'avais oubliées, d'autres joies que je pouvais retrouver. Ce soir-là, j'ai appelé une agence immobilière, pas Christophe, quelqu'un de nouveau, quelqu'un sans lien avec ma famille. J'avais un autre genre de déménagement en tête. J'ai signé le bail un mardi. C'était un petit appartement, 2 pièces et une cuisine au 2e étage d'un immeuble calme près du parc. Rien de grandiose, rien de luxueux, mais les fenêtres donnaient à l'est et la lumière entrait comme du miel chaque matin. Ça comptait plus que des plans de travail en granit. Le propriétaire, M. Nguyen, était gentil. Il m'a aidé à monter les cartons par l'escalier étroit et m'a montré où était le tableau électrique, au cas où. Quand j'ai demandé si je pouvais peindre les placards de la cuisine, il a haussé les épaules et dit « Tant que vous ne choisissez pas le noir, je vous fais confiance. » J'ai choisi le vert sauge. Camille m'a aidé à m'installer. Nous en avons fait une journée entière, déballant lentement, buvant du thé glacé dans des tasses dépareillées, riant quand nous trouvions des choses dont je ne me souvenais même plus être propriétaire. Elle a accroché une petite impression encadrée au-dessus de l'évier. Un citronnier, doux et délavé. « Ça te ressemble ?» dit-elle. « Enraciné, mais qui pousse encore. » J'ai souri. C'est plus gentil que de se faire traiter de coriace. Nous avons passé l'après-midi à ranger les étagères. Les lettres de Margot sont allées dans une boîte en bois qui vivait maintenant sur la table de chevet, assez proche pour les toucher. Le soir venu, Camille a dû partir. Avant de le faire, elle a placé une plante, un rosier grimpant, sur le rebord de la fenêtre. « Toute femme a besoin d'une plante, » dit-elle. « C'est la preuve qu'on peut encore prendre soin de quelque chose. » Après son départ, je me suis assise sur le canapé et j'ai écouté le nouveau silence, différent du silence dans la maison d'Élise. Celui-ci ne pesait pas. Il accueillait. Il ne demandait rien. J'ai préparé un dîner simple. Des épinards sautés, un œuf à la coque, du pain grillé. Je l'ai mangé lentement, regardant les ombres grimper sur le mur d'en face. Personne n'a demandé pourquoi il n'y avait pas plus d'accompagnement. Personne n'a critiqué la mollesse du jaune. Le lendemain matin, j'ai rencontré ma voisine. Elle s'appelait Simone Dupont, 83 ans, et elle marchait avec une canne qui avait des autocollants floraux sur toute la tige. « Vous êtes la nouvelle », dit-elle en m'examinant comme une commerçante examine une nouvelle livraison. « Je suppose que oui. » Elle a hoché la tête vers ma porte. « Ne sortez pas les poubelles avant 17 heures. Ils nous trouveront, et la dame du Debé nourrit les écureuils, mais ne le dites pas à la gestion. Je l'aime trop pour l'avoir expulsée. » J'ai souri. « Merci pour l'avertissement. » Elle s'est penchée, baissant la voix. « Vous êtes divorcée? » »« Non. »« Veuve? » Elle a penché la tête. « Alors qu'est-ce qui vous amène ici? » Je n'ai pas hésité. Je me suis souvenu que j'ai le droit de vivre selon mes propres termes. Ses lèvres ont tressailli. Eh bien, il était temps. Nous sommes restés dans le couloir à parler pendant 20 minutes d'arthrite, de vieux films et de quel marché avait les meilleurs produits. Elle me rappelait un peu moi-même, vive quand il le fallait, mais gentille en dessous.
une femme qui avait traversé plus qu'elle ne laissait paraître. Cet après-midi-là, j'ai réarrangé le tiroir à couverts, non pas parce qu'il était mal rangé, juste parce que je le pouvais. J'ai mis les fourchettes devant, les couteaux au fond. Ça n'avait aucun sens logique, mais ça me plaisait. Plus tard, j'ai fait le tour du pâté de maison, juste une fois, assez pour sentir l'air sur ma peau, assez pour me sentir faire partie de la journée. Et quand je suis revenue, il n'y avait pas d'attente qui m'attendait, juste le ronronnement chaud du radiateur, juste le citronnier au-dessus de l'évier, juste moi dans mon espace avec personne pour me demander ce que je faisais là. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression de rendre visite à ma propre vie. Bien sûr, l'indépendance venait avec ses défis. Il y avait des nuits où mes articulations me faisaient si mal que je pouvais à peine dormir. Des matins où je fixais mon pilulier, essayant de me souvenir si j'avais déjà pris la petite bleue. Des moments où j'avais besoin de course, mais le temps était trop mauvais pour marcher. Simone est devenue une alliée inattendue. Nous avons développé un système frappé sur le mur que nous partagions si nous avions besoin de quelque chose. 3 coups rapides signifiaient « Je vais bien, je vérifie juste ». 2 lents signifiaient « Passe quand tu peux ». Un long signifiait urgence. Nous n'avons jamais eu à utiliser le dernier, Dieu merci. Mais savoir qu'il était là apportait du réconfort. Camille venait 2 fois par semaine, parfois plus. Elle apportait les courses, aidait avec la lessive, m'emmenait au rendez-vous chez le médecin, mais elle ne prenait jamais le contrôle, ne supposait jamais. Demandait toujours « De quoi as-tu besoin ?»« Ah, voilà ce dont tu as besoin ?» La différence était tout. Mes malaises continuaient occasionnellement, mais le docteur Martin a ajusté mes médicaments et j'ai appris à reconnaître les signes avant-coureurs. Je portais le pendentif d'alerte médicale sur lequel Camille avait insisté, bien que je le gardais caché sous mon chemisier la plupart du temps. Pas de la vanité, juste une petite rébellion contre le fait d'être défini par une fragilité potentielle. Certains jours étaient plus difficiles que d'autres. Certains matins, je me réveillais avec une raideur si sévère que je me demandais si Élise avait raison, si j'étais folle d'essayer de vivre seule à mon âge. Mais alors, je préparais mon propre thé exactement comme je l'aimais. Je mettais ma musique aussi fort que je le voulais, et je laissais la vaisselle dans l'évier si j'en avais envie. Et le doute reculait, remplacé par une certitude tranquille. Ça valait la lutte. C'était à moi. Élise n'a pas appelé pendant 3 semaines après mon déménagement. Quand elle l'a finalement fait, sa voix était tendue, contrôlée. « Alors, tu as déménagé ?» dit-elle, comme si j'aurais pu oublier. Sans me le dire. « Oui, j'ai dû l'apprendre par Thomas. » Mon propre fils savait où tu habitais avant moi. Je n'ai pas répondu à ça. Il n'y avait rien à dire qui n'aurait pas semblé offensant. « C'est vraiment nécessaire, maman ?» continua-t-elle. « Cette déclaration dramatique que tu fais, ce n'est pas une déclaration, Élise. C'est un choix. » « Un choix de quoi? Vivre dans un petit appartement alors que tu pourrais avoir ta propre chambre chez nous? Gérer tout toute seule alors que nous pourrions t'aider? Je ne suis pas seule, ai-je dit. J'ai des amis. J'ai Camille. Je m'aime moi-même. Elle a fait un petit bruit frustré. C'est ridicule. Tu as eu un malaise sérieux le mois dernier. Qu'est-ce qui se passe si tu tombes et qu'il n'y a personne? La même chose qui arrive à n'importe qui vit seul. J'utilise mon bouton d'alerte. J'appelle à l'aide. Et si tu ne peux pas, alors je fais face aux conséquences de mon choix, ai-je dit. Comme je l'ai fait toute ma vie. La ligne est restée silencieuse un moment, puis d'une voix plus douce. J'essaie de comprendre, maman. Vraiment. Mais on dirait que tu me punis pour avoir essayé de prendre soin de toi. Pour la première fois, j'ai entendu quelque chose de sincère dans son ton. Pas de la manipulation, pas du contrôle, une vraie blessure. Je ne te punis pas, Élise, ai-je dit gentiment. Je me choisis moi-même. Il y a une différence. Je peux au moins voir cet endroit? M'assurer qu'il est convenable. J'ai hésité. Pas encore. J'ai besoin de temps pour m'installer, pour le faire mien, avant qu'il ne devienne un endroit que tu as évalué. Elle n'a pas aimé ça, je pouvais le dire. Mais étonnamment, elle n'a pas insisté. D'accord, dit-elle. Mais je vais appeler régulièrement pour prendre de tes nouvelles. J'aimerais bien, ai-je dit, et je le pensais. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon petit balcon, regardant le soir s'installer sur le parc de l'autre côté de la rue. Notre conversation avait été brève, guindée, mais c'était un début. Pas une réconciliation,
Pas encore, mais une reconnaissance. Ça devrait suffire pour l'instant. Élise a tenu parole. Elle appelait chaque dimanche après-midi, précisément à 14 heures. Nos conversations étaient prudentes, tournant autour de la météo, des tournois de foot de Thomas, des dernières annonces de Christophe, ne touchant jamais au courant plus profond qui nous avait séparés, ne mentionnant jamais le trust, le testament, la procuration. C'était une paix fragile, mais une paix quand même. Puis est venue l'invitation, un dîner de famille chez Élise. « Juste nous, dit-elle. Toi, moi, Christophe, Thomas et Camille, si elle est libre. » J'ai été surprise par l'inclusion de Camille. Élise et sa nièce n'avaient jamais été particulièrement proches, leur relation tendue par l'ombre de l'absence de Margot. « Quelle est l'occasion ?» ai-je demandé. « Il doit y en avoir une ?» J'ai pensé que ce serait bien de réunir tout le monde. Ça fait un moment. Quelque chose dans sa voix sonnait trop soigneusement désinvolte, mais j'ai accepté quand même. Ce serait charmant. « Qu'est-ce que je peux apporter ?»« Juste toi-même, dit-elle. On s'occupe de tout. » J'aurais dû savoir à ce moment-là que quelque chose n'allait pas. Élise ne ratait jamais une occasion de déléguer. Le soir du dîner, Camille est venue me chercher à mon appartement. Elle avait l'air tendue, son sourire facile habituel, remplacé par quelque chose de plus prudent. « Ça va ?» ai-je demandé pendant qu'on conduisait. Elle a hoché la tête trop vite. « Bien, juste une longue journée au travail. »« Camille Fontaine, tu n'as jamais su me mentir. »« Qu'est-ce qui se passe ?» Elle a serré le volant plus fort. « Tante Élise m'a appelé hier. Elle voulait se coordonner avant le dîner de ce soir. »« Coordonner quoi ?» Camille m'a jeté un coup d'œil, puis est revenue à la route. Elle dit qu'elle s'inquiète pour toi. Que vivre seule ne marche pas. Que tu as eu plus de malaise que tu ne l'admets. Ce n'est pas vrai. Je sais. C'est moi qui t'emmène à tes rendez-vous chez le médecin. Tu te souviens? Mais elle a fait croire que tu étais à une chute de la maison de retraite. J'ai ressenti un frisson malgré la chaleur de la voiture. Et qu'est-ce qu'elle voulait de toi? Présenter un front uni ce soir, pour t'aider à te convaincre qu'il est temps de retourner vivre chez eux. Maintenant, ça avait du sens. Le dîner. L'inclusion soignée de Camille. Élise organisait une intervention. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. La mâchoire de Camille s'est serrée. Je lui ai dit que tu te débrouilles très bien toute seule, que tu as un réseau de soutien, que ton médecin est content de tes progrès et que je ne te pousserai jamais dans une situation de vie qui te rend malheureuse. Je parie que ça a bien passé. Elle a reniflé. À peu près comme tu t'y attendrais. Elle a dit que j'étais irresponsable, que je ne comprenais pas la responsabilité de te laisser vivre seule. Responsabilité, ai-je répété. C'est un choix de mots intéressant. Ouais, j'ai pensé la même chose. Nous avons roulé en silence un moment, chacune perdue dans ses pensées. En tournant dans la rue d'Élise, j'ai tendu la main et serré le bras de Camille. « Merci, ai-je dit, de m'avoir défendue. » Elle m'a fait un sourire rapide. « Toujours, mamie. » La maison d'Élise était exactement comme dans mon souvenir. Impeccable, chère, froide, le genre d'endroit où on a peur de poser son verre sans dessous de verre. Elle nous a accueillis à la porte avec un sourire d'hôtesse parfait, m'embrassant sur la joue et donnant à Camille une étreinte raide. « Tout le monde est dans le salon, » dit-elle en montrant le chemin. « Maman, tu te souviens du docteur Dumont ?» Il était au dîner des Beaumont. Je n'avais pas remarqué la voiture supplémentaire dans l'allée, mais il était là, un homme grand, aux cheveux argentés et aux lunettes cerclées de métal, se levant du canapé avec un sourire rodé. Le docteur Richard Dumont, pas mon médecin, un étranger. Je me suis arrêtée dans l'embrasure de la porte. « Qu'est-ce que c'est que ça, Élise ?» Son sourire n'a pas vacillé. « Juste un dîner, maman. » Le docteur Dumont est un vieil ami de Christophe de la fac. Il se trouve qu'il était en ville et nous avons pensé que ce serait sympa de l'inclure. Un mensonge. Je pouvais le voir dans la tension autour de ses yeux. Dans la façon dont Christophe ne me regardait pas vraiment dans les yeux. Dans les mouvements nerveux de Thomas au bord du canapé. Camille s'est rapprochée de moi, sa voix basse. « On peut partir si tu veux, mamie. »« Non, » ai-je dit en égalant son volume. « Je veux entendre ce qu'ils ont à dire. » Le dîner a été une affaire guindée. Le docteur Dumont a dominé la conversation avec des histoires sur son cabinet à Lyon, ses recherches sur les soins gériatriques, ses réflexions sur le soutien aux personnes âgées pour maintenir leur qualité de vie, ne s'adressant jamais directement à moi, mais rendant son expertise claire. Préparant le terrain, ce n'est qu'au dessert.
Un cheesecake acheté en magasin qu'Élise avait soigneusement transféré dans son propre plat de service. Qu'elle a finalement joué son coup. « Maman, dit-elle en posant sa fourchette, il faut qu'on parle de ta situation de vie. » C'était donc ça. J'ai pris une gorgée d'eau, me ressaisissant. Qu'est-ce qu'elle a? On s'inquiète tous. Elle a fait un geste autour de la table, même si Thomas avait l'air de vouloir disparaître dans sa chaise. Vivre seul à ton âge, avec tes problèmes de santé, ce n'est juste pas sûr. Ma santé va bien, ai-je dit. Le docteur Martin le dit. Les généralistes ne sont pas des spécialistes, a interjectionné le docteur Dumont en douceur. Il manque souvent des signes subtils de déclin cognitif. Je me suis tournée vers lui, gardant ma voix égale. Et vous avez diagnostiqué ce déclin sur la base de quoi exactement? La façon dont je tiens ma fourchette? Le fait que j'arrive à suivre vos histoires ennuyeuses sur le golf? Son sourire a vacillé. Camille a toussé pour cacher un rire. Élise a continué. Maman, s'il te plaît, ce n'est pas une attaque. On t'aime. On veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Non, ai-je dit. Vous voulez ce qui est le plus facile pour vous. Il y a une différence. Christophe a pris la parole pour la première fois. Hélène, ce n'est pas juste. Élise s'est fait un sang d'encre pour toi. Nous tous. Vraiment? J'ai regardé autour de la table. C'est pour ça que vous avez invité un spécialiste gériatrique à dîner sans me le dire? Parce que vous vous inquiétez? Le docteur Dumont est là en tant qu'ami, a insisté Élise. Mais oui, il a proposé de faire une évaluation juste pour s'assurer que tout va bien. Une évaluation? Ai-je répété. Pour une procédure de mise sous tutelle, je suppose. La table est devenue silencieuse. Le visage d'Élise a perdu toute couleur. Comment as-tu... Maître Durand m'a parlé il y a des semaines de ta démarche pour me faire déclarer incapable. Christophe a eu l'air sincèrement choqué. Élise, tu as dit que tu te renseignais juste. Tu n'as pas mentionné de procédure légale. Elle lui a lancé un regard d'avertissement. J'explorais des options. C'est tout. Camille s'est levée, sa chaise raclant bruyamment contre le parquet. C'est incroyable. Tu nous invites à dîner sous de faux prétextes, tu tends une embuscade à mamie avec un médecin ami, et maintenant, on apprend que tu complotes pour lui enlever ses droits légaux? Je ne complotais rien du tout, a aboyé Élise. J'essayais de la protéger. De quoi? A demandé Camille. De prendre ses propres décisions? De vivre sa propre vie? Élise s'est tournée vers moi, son sang-froid craquant. Tu as changé ton testament. Tu as tout mis dans un trust pour Camille. Tu m'as complètement exclue, après tout ce que j'ai fait pour toi. Alors c'était ça. Pas de l'inquiétude pour mon bien-être, mais la peur de perdre son héritage. J'aurais dû être blessée, mais tout ce que je ressentais, c'était de la fatigue. Fatiguée de la manipulation. Fatiguée de la comédie. Je ne t'ai pas exclue de ma vie, Élise, ai-je dit doucement. Juste de mes comptes en banque. Il y a une différence. Pourquoi? Sa voix s'est brisée. Pourquoi tu lui fais plus confiance qu'à moi? Elle fait à peine partie de la famille. Camille a tressailli comme si on l'avait giflée. Thomas, qui avait été silencieux tout au long de l'échange, a soudain pris la parole. Maman, c'est horrible à dire. Camille est la fille de Margot. Elle fait autant partie de la famille que n'importe lequel d'entre nous. Élise a cligné des yeux, surprise par l'intervention de son fils. Je ne voulais pas. Tu l'as dit, a-t-il rétorqué. Et ce n'est pas acceptable. Le docteur Dumont s'est éclairci la gorge maladroitement. Je devrais peut-être m'excuser? Ça semble être une affaire de famille. Oui? Ai-je acquiescé? C'en est une. Après son départ, nous 5 sommes restés assis dans un silence inconfortable. Finalement, Christophe a parlé. Hélène, peu importe comment on en est arrivé là, nous nous inquiétons vraiment pour toi. Les malaises. Vivre seul à ton âge. Ce n'est pas déraisonnable de s'inquiéter. Je comprends ça, ai-je dit. Mais il y a une différence entre l'inquiétude et le contrôle. Entre offrir de l'aide et exiger la soumission. Qu'est-ce que tu veux de nous, maman? A demandé Élise, sa voix petite. Qu'est-ce qui arrangerait les choses? J'ai regardé ma fille, vraiment regardé. Derrière le maquillage parfait et les vêtements de marque, je pouvais encore voir des traces de la petite fille qui grimpait sur mes genoux pendant les orages, qui avait besoin de moi, qui quelque part en chemin avait décidé que ce besoin était une faiblesse à conquérir. Je veux que tu me voies, ai-je dit simplement, pas comme un fardeau à gérer ou un actif à contrôler, juste comme ta mère, une personne avec ses propres souhaits et sa dignité. Les yeux d'Élise se sont remplis de larmes. Je te vois. Non, ai-je dit gentiment. Tu vois un problème à résoudre, une responsabilité. Pas moi.
Camille a posé sa main sur la mienne. On devrait peut-être y aller, mamie. Ça l'a été beaucoup. J'ai hoché la tête, soudain épuisée. Alors que nous nous levions pour partir, Thomas est venu autour de la table et m'a serré fort dans ses bras. « Je suis désolé », a-t-il murmuré. « Je ne savais rien de tout ça. »« Je sais, mon chéri, ce n'est pas ta faute. » À la porte, je me suis retournée vers Élise et Christophe. « Je ne ferme pas la porte à notre relation, » ai-je dit. Mais les choses doivent changer si nous voulons avancer. Élise a hoché la tête, essuyant une larme. Quelle chose? Du respect, de l'honnêteté, l'acceptation que je vais vivre ma vie à ma façon pour le temps qu'il me reste. Elle n'a pas répondu, mais quelque chose dans ses yeux a changé. Une fissure dans la façade parfaite. Peut-être, juste peut-être, un début. 3 semaines ont passé avant que j'entende à nouveau parler d'Élise. Pas un appel cette fois, mais un texto. Est-ce qu'on peut parler, juste nous deux? Pas d'agenda, pas de médecin, pas d'avocat. S'il te plaît. J'ai répondu, mon appartement. Demain à 14 heures. Je ferai du thé. Quand elle est arrivée, je l'ai à peine reconnue. Fini le brushing parfait, la tenue de marque, le maquillage impeccable. À la place, elle portait un jean et un simple pull, ses cheveux tirés en queue de cheval. Elle avait l'air plus jeune, plus comme Margot. Joli endroit, dit-elle en regardant autour de l'appartement. Ça te va bien. Merci. La lumière est parfaite pour mes plantes. Elle a remarqué l'impression du citronnier au-dessus de l'évier et a souri faiblement. Le choix de Camille. Comment tu as deviné? Elle a toujours aimé les agrumes. Elle volait des citrons dans l'arbre de Madame Dupont et les mangeait comme des oranges. C'était un si petit détail, mais ça m'a surprise qu'Élise l'ait remarqué, qu'elle s'en souvienne. Peut-être qu'elle faisait plus attention que je ne lui en donnais le crédit. Nous nous sommes assises à ma petite table de cuisine avec des tasses de thé entre nous. Pendant un moment, aucune de nous n'a parlé. Puis Élise a pris une profonde inspiration. « Je vois quelqu'un, » dit-elle. « Un thérapeute, je veux dire, depuis le dîner. » C'était inattendu. « C'est bien, » ai-je dit prudemment. Elle a hoché la tête. C'est éclairant. Douloureux, mais éclairant. Elle a tracé le bord de sa tasse avec un doigt. Elle pense que j'ai des problèmes de contrôle. Malgré tout, j'ai dû sourire. Je suis choquée. Élise a levé les yeux, surprise, puis a laissé échapper un rire réticent. « D'accord, je l'ai mérité. » Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Cette thérapeute. Que j'ai essayé de gérer tout le monde autour de moi pour éviter de me sentir impuissante. Comme je me suis sentie quand papa est mort, quand Margot est tombée malade. Elle a avalé avec difficulté. Quand tu as commencé à vieillir, j'ai tendu la main à travers la table et pris la sienne. Je vieillis, Élise. Ce n'est pas quelque chose que tu peux réparer ou contrôler. Je sais. Logiquement, je le sais. Mais chaque fois que tu avais un malaise ou que tu oubliais quelque chose, tout ce que je pensais, c'était « je la perds, elle aussi ». Et au lieu d'avoir juste peur, j'ai essayé de prendre le contrôle, de tout arranger de la seule façon que je connaissais, en contrôlant tout. Elle a hoché la tête, les yeux se remplissant de larmes. Je ne le voyais pas comme du contrôle. Je le voyais comme de l'aide, comme être la responsable. Tu as toujours été responsable, ai-je dit. Même enfant. Toujours à faire des listes, à organiser tes jouets, à t'inquiéter de l'avenir. Margot était le contraire, dit Élise doucement. Toujours dans l'instant, jamais inquiète du lendemain. Vous vous équilibriez. Elle a essuyé une larme. Elle me manque. Tous les jours. À moi aussi. Nous sommes restées assises en silence un moment, toutes les deux perdues dans les souvenirs de la fille et la sœur que nous avions aimées et perdues. Puis Élise a serré ma main. Je suis désolée, maman. Pour tout. Pour t'avoir traité comme un problème à résoudre au lieu d'une personne à aimer. Pour le dîner cette nuit-là, pour t'avoir dit de manger après tout le monde. J'étais tellement prise par le fait d'impressionner les Beaumont, de tout rendre parfait, que j'ai oublié ce qui compte vraiment. Et c'est quoi? La famille, dit-elle simplement. Pas à quoi elle ressemble, mais comment elle se sent, comment on se traite les uns les autres. J'ai senti quelque chose de serré dans ma poitrine, commencer à se desserrer. Merci de dire ça. Elle a pris une autre profonde inspiration. Je veux aussi que tu saches que j'ai parlé à Maître Durand. J'ai formellement retiré toute demande concernant une tutelle. C'était mal de ma part d'y avoir même pensé. Oui, ça l'était. Et je comprends pour le trust, pour le testament. Je ne suis pas d'accord. Je pense toujours que Thomas devrait avoir quelque chose à considérer. Mais c'est ton argent, ton choix. C'était du progrès
mais pas encore de la compréhension. Ce n'est pas pour exclure Thomas, Élise? C'est pour faire confiance à Camille, pour honorer mes souhaits, y compris prendre soin de Thomas si besoin. Elle a hoché la tête lentement. Je comprends ça maintenant. Je crois. Elle a hésité, puis a ajouté « J'ai parlé à Camille aussi, j'essaie de reconstruire. » Comment ça se passe? Maladroitement, a-t-elle admis. Mais on essaie. Elle ressemble beaucoup à Margot. Oui. Élise a regardé autour de l'appartement à nouveau, ses yeux s'arrêtant sur les petits détails. Le tiroir à couverts réarrangé que j'avais laissé ouvert, la plante sur le rebord de la fenêtre, le CD de jazz à côté de la chaîne stéréo. « Tu as l'air heureuse ici, » dit-elle, semblant presque surprise. « Je le suis. Même avec les escaliers, tes genoux, je me débrouille, ai-je dit. Et quand je ne pourrai plus, je m'adapterai. » C'est ça que veut dire l'indépendance, Élise. Pas tout faire toute seule, mais faire mes propres choix sur quand et comment accepter de l'aide. Elle a absorbé ça, puis a hoché la tête. J'aimerais faire partie de cette aide. Quand tu le veux, si tu le veux. C'était une offre généreuse, humble, si différente de l'Élise d'il y a quelques mois. J'aimerais ça, ai-je dit, à certaines conditions. Dis-moi, tu demandes, tu ne dictes pas. Tu proposes, tu ne supposes pas. Et plus important, tu te souviens que m'aider ne te donne pas le droit de me contrôler. Elle a souri tristement. Ma thérapeute a dit presque exactement la même chose. Femme intelligente. Elle l'est. Élise a hésité, puis a demandé « Tu serais prête à la rencontrer un jour ?» Elle pense que des séances familiales pourraient nous aider à établir de meilleurs schémas. Il y a 1 mois, j'aurais vu ça comme une autre tentative de me mettre sous surveillance professionnelle. Maintenant, je voyais ce que c'était vraiment. Une branche d'olivier, une vraie tentative de faire mieux. « Je veux bien essayer, » ai-je dit. « Une séance et on verra. » Elle a souri, le soulagement inondant son visage. « Merci. » Alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle s'est arrêtée à la porte. « Thomas demande de tes nouvelles. Il veut venir te voir ton nouvel endroit. »« Il est toujours le bienvenu, » ai-je dit. « Toi aussi, Élise, pas pour inspecter ou évaluer, juste pour rendre visite. Comme de la famille. » Elle a hoché la tête, les larmes menaçant à nouveau. « J'aimerais ça. » Après son départ, je me suis assise sur mon balcon avec une nouvelle tasse de thé, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de teintes roses et dorées. La conversation avec Élise avait été un début, pas une fin. Nous avions des années de schémas à désapprendre, des limites à établir, une confiance à reconstruire. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais pleine d'espoir que nous pourrions retrouver notre chemin l'une vers l'autre. Pas comme aidante et assistée, mais comme mère et fille. 2 femmes avec leurs propres forces et leurs propres défauts, essayant de mieux s'aimer. 1 mois plus tard, j'ai organisé un petit dîner dans mon appartement. Rien de sophistiqué, juste de la soupe, du pain et une simple salade. Mais la table était mise avec mes assiettes à fleurs bleues, celles au bord ébréché qu'Élise détestait autrefois. Camille est arrivée la première, apportant une bouteille de vin et des fleurs fraîches. Thomas est venu ensuite, maladroit et dégingandé, se baissant pour éviter de se cogner la tête sur mon encadrement de porte-bas. Il m'a présenté un petit pot d'herbes aromatiques qu'il avait cultivé lui-même. Du basilic et du thym, déjà parfumés. Élise et Christophe sont arrivés en dernier. Elle avait l'air nerveuse, serrant une boîte de pâtisserie trop fort. Christophe semblait plus détendu que je ne l'avais vu depuis des années, son bras tranquille autour des épaules de sa femme. « J'ai apporté le dessert, » dit Élise en tendant la boîte. « De cet endroit près de la librairie, celui que tu as toujours aimé. » J'ai souri. J'aime toujours. L'appartement était petit pour 5 personnes. Nous nous cognions les coudes à table, nous passions les plats de main en main au lieu de les faire traverser des espaces vides. La conversation était hésitante au début, tout le monde trop conscient des endroits brisés que nous essayions de réparer. Mais alors Thomas a commencé à raconter une histoire sur la perruque de son professeur d'histoire, qui s'était envolée pendant un exercice incendie, et nous rions tous. Christophe a partagé des nouvelles sur une maison historique qu'il mettait en vente. Une avec une salle de bal, comme celle où tu dansais, Hélène. Camille a parlé de son nouveau poste à la bibliothèque universitaire. Et Élise, étonnamment, n'a presque rien dit. Elle regardait juste, écoutait, souriait d'une façon qui atteignait ses yeux. Après le dîner, pendant que Christophe m'aidait à laver la vaisselle, son idée, pas celle d'Élise,
J'ai jeté un coup d'œil dans le salon où Élise et Camille étaient assises ensemble sur le canapé, tête penchée sur un album photo. L'album de Margot. Je pouvais entendre leur rire tranquille. Voir le geste familier d'Élise repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille, exactement comme Margot le faisait. « Elle essaie ?» dit Christophe en suivant mon regard. « Vraiment, je sais. Ça lui a fait du bien. »« À nous !» Il a frotté une casserole avec plus d'attention qu'elle n'en nécessitait. On était dans un mauvais endroit pendant un moment. Financièrement, émotionnellement. Elle portait tellement, essayant d'être parfaite au travail, à la maison, avec toi. Ça l'écrasait. Et maintenant, il a souri. Maintenant, elle apprend que le monde ne s'effondre pas quand les choses ne sont pas parfaites. Que demander de l'aide n'est pas un échec. C'est une leçon difficile, ai-je dit. Une que j'ai dû apprendre aussi. Il a levé un sourcil. Vraiment ? Pourquoi tu crois que j'ai laissé Élise prendre le contrôle si longtemps? C'était plus facile que d'admettre que j'avais du mal, puis de demander l'aide dont j'avais vraiment besoin, pas le contrôle qu'elle offrait. Christophe a considéré ça, puis a hoché la tête. On forme une belle paire, non? La contrôleuse et la contrôlée. Toutes les deux trop fières pour juste parler honnêtement. La famille, c'est compliqué, ai-je dit. Mais ça vaut le travail. Plus tard, alors qu'ils se préparaient tous à partir, Élise est restée en arrière. C'était bien, dit-elle. Vraiment bien. Ça l'était. On pourrait en faire une habitude? Peut-être une fois par mois? Je pourrais recevoir la prochaine fois, si tu préfères. J'ai secoué la tête. J'aime recevoir, mais j'aurais peut-être besoin d'aide pour les courses. Elle s'est illuminée. Je peux faire ça. Dis-moi juste ce dont tu as besoin et je... Elle s'est arrêtée, puis a réessayé. Tu voudrais que je t'aide avec les courses la prochaine fois? J'ai souri. Oui, merci. Après que tout le monde soit parti, je me suis assise dans mon appartement silencieux, entourée des échos de conversation, de l'odeur persistante de soupe, de vin et de famille. Mon corps me faisait mal d'être restée debout, d'avoir cuisiné, de l'énergie émotionnelle de la soirée. Mais c'était une bonne douleur, le genre qui vous rappelle que vous êtes vivante. J'ai pensé au voyage des derniers mois, de ce moment dans la cuisine d'Élise, où quelque chose en moi s'était finalement brisé à ce nouveau départ que nous construisions prudemment. Ça n'avait pas été facile. Ça ne serait pas toujours fluide, mais c'était réel d'une façon que notre relation n'avait pas été depuis des années. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt comme d'habitude. J'ai fait du thé, mangé un morceau de la pâtisserie qu'Élise avait apportée, et je me suis assise près de la fenêtre à regarder le quartier prendre vie. Une jeune mère poussait une poussette devant l'immeuble. Le facteur a fait un signe de la main en remplissant les boîtes aux lettres. Simone a frappé à ma porte pour me demander si je voulais marcher jusqu'au marché avec elle. C'était ma vie maintenant. Petite, contenue, mais la mienne. Pleine de choix que je faisais, de relations que je façonnais, de limites que je définissais. Plus tard ce jour-là, Camille a appelé. « Je fais une soupe au poulet maison », dit-elle. « La recette de Margot. Tu veux venir m'aider? Tu as toujours dit que je n'assaisonnais jamais bien. » J'ai souri. J'adorerais. Alors que nous travaillions dans sa petite cuisine, coupant des légumes, faisant mijoter le bouillon, j'ai regardé ses mains, si semblables à celles de Margot, si semblables aux miennes. 3 générations de femmes liées par le sang et les os, et le simple acte de nourrir ceux que nous aimons. Tu avais raison, tu sais, dit soudain Camille. À propos de quoi? Quand tu as dit que je faisais toujours attention. Elle a ajouté une pincée de thym à la casserole. Je le faisais. À tout. Comment tu t'es défendue? Comment tu as refait ta vie quand tout le monde disait que tu ne pouvais pas? Comment tu as pardonné à maman sans la laisser te marcher dessus à nouveau? J'ai senti une vague d'émotions si forte qu'elle a failli me submerger. Je ne savais pas si je faisais la bonne chose, ai-je avoué. Je savais juste que je ne pouvais pas continuer à faire la mauvaise. Elle a remué la soupe lentement. C'est le meilleur genre de sagesse, non? Celle qui vient de la vie, pas des livres ou des leçons. Oui, ai-je dit. Je suppose que oui. Nous avons travaillé en silence confortable un moment. Puis Camille a demandé « Tu voudrais me raconter plus de quand tu dansais? Avant grand-père, avant maman et Margot? Quand tu étais juste Hélène? » J'ai souri, les souvenirs affluents. La musique, le mouvement, la liberté. J'adorerais, ai-je dit. Mais c'est une longue histoire. Elle a baissé le feu sous la soupe et a sorti 2 chaises. On a le temps. Et nous l'avions. Tout le temps du monde pour se souvenir, pour partager,
pour construire quelque chose de nouveau à partir des morceaux brisés de ce qui était avant. Pas parfait, pas facile, mais le nôtre. Les semaines qui ont suivi ont apporté leur lot de petits miracles quotidiens. Des moments qui, pris isolément, semblaient insignifiants, mais qui, ensemble, tissaient une nouvelle tapisserie de vie. Un mardi matin, alors que je faisais mes courses au marché avec Simone, j'ai croisé une ancienne collègue que je n'avais pas vue depuis la retraite, Marie-Thérèse, avec ses cheveux maintenant complètement blancs et son rire toujours aussi sonore. Nous avons parlé pendant une demi-heure devant l'étal des fromages, échangeant des nouvelles, des souvenirs, des promesses de se revoir. En rentrant, Simone m'a regardée avec un sourire entendu. « Tu vois ?» dit-elle, « la vie continue de t'apporter des surprises quand tu lui laisses de la place. » Elle avait raison. En fermant toutes les portes sauf une, celle qu'Élise contrôlait, j'avais oublié combien le monde était vaste, combien de connexions existaient encore pour moi si je me donnais la peine de les chercher. J'ai commencé à sortir plus, pas de grandes aventures, juste des petites explorations. La bibliothèque municipale le mercredi après-midi, le café près du parc le vendredi matin, le cours de gymnastique douce pour seniors au centre culturel le lundi. À chaque sortie, je découvrais un peu plus de cette femme que j'avais été avant de devenir seulement une mère, seulement une grand-mère, seulement quelqu'un dont on s'occupe. Un après-midi de novembre, alors que la pluie tambourinait contre les vitres de mon appartement, j'ai reçu un colis. L'adresse de retour était celle d'Éléonore. À l'intérieur, enveloppé dans du papier de soie, se trouvait un vieux disque vinyle. Sur l'étiquette, écrit à la main, « Pour Hélène, en souvenir de nos soirées dansantes ». Et dessous, une note. J'ai retrouvé ce disque en faisant du tri. Tu te souviens de cette nuit où nous avions dansé jusqu'à l'aube dans mon salon pendant que nos maris dormaient et que les enfants faisaient semblant de ne pas nous entendre? Continue de danser, ma vieille amie. Je n'avais pas de tourne-disque, mais j'ai gardé le vinyle sur mon étagère, visible depuis le canapé. Un rappel tangible de qui j'avais été, de qui je pouvais encore être. La relation avec Élise continuait de s'améliorer, lentement mais sûrement. Elle venait me voir une fois par semaine maintenant, parfois avec Thomas, parfois seule. Nous avions appris à parler autrement, à écouter vraiment au lieu d'attendre notre tour pour parler. Un dimanche, elle m'a emmenée voir la maison où elle avait grandi, celle que j'avais vendue il y a des années quand j'avais déménagé chez elle. Les nouveaux propriétaires avaient refait le jardin, ajouté une véranda, peint les volets en bleu au lieu du vert que j'avais toujours aimé. Mais l'érable était toujours là, plus grand maintenant, ses branches touchant presque le toit. « Tu te souviens du jour où Margot est tombée de cet arbre ?» a demandé Élise, les yeux fixés sur les branches. Elle avait essayé de grimper jusqu'en haut pour voir si elle pouvait apercevoir la mer. J'ai ri. Elle avait 7 ans. Elle était convaincue que si elle montait assez haut, elle verrait l'océan. Même quand papa lui a expliqué que la mer était à des centaines de kilomètres. Elle a toujours eu cette capacité de croire en l'impossible, dit Élise doucement. Moi, je ne croyais qu'en ce que je pouvais voir, toucher, contrôler. C'est pour ça que je suis devenue directrice marketing, je suppose. Et moi, pourquoi je me suis laissée effacer? Nous sommes restées silencieuses un moment, chacune perdue dans ses pensées. Puis Élise a pris ma main. Je suis désolée, maman. Pour tout! Pour les années où j'ai pensé que t'aider signifiait te diriger. Pour n'avoir pas vu la différence, je sais, ma chérie. Et je suis désolée aussi, d'avoir laissé faire, d'avoir renoncé à me battre pour moi-même. Elle m'a regardée, surprise. Tu n'as rien à te faire pardonner. Bien sûr que si. J'ai accepté le rôle que tu m'attribuais parce que c'était plus facile que de m'opposer. C'était plus simple de te laisser décider que de supporter le conflit. Nous sommes toutes les deux responsables de ce qui s'est passé. Elle a hoché la tête lentement, absorbant mes paroles. Puis, d'une voix plus légère, « Tu sais ce que ma thérapeute dit? Que la culpabilité est un mauvais carburant pour le changement. Qu'il vaut mieux se concentrer sur ce qu'on veut construire plutôt que sur ce qu'on a détruit. » Elle a l'air sage, cette thérapeute. Elle l'est. Elle me rappelle un peu Margot, en fait, cette façon de voir au-delà des apparences. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai pensé à combien le chemin avait été long depuis ce dîner où j'avais emporté le rôti. Des mois de conflits, de révélations, de douleurs, mais aussi de croissance. Je n'aurais jamais imaginé que le simple acte de partir avec un plat de viande sous le bras pourrait déclencher une telle transformation. L'hiver est arrivé doucement.
comme il le fait toujours dans notre région, avec ses matins givrés et ses après-midi qui sentent le feu de bois. J'ai passé les fêtes de fin d'année d'une façon que je n'aurais jamais cru possible quelques mois plus tôt. Le réveillon de Noël chez Élise, mais cette fois, assise à table avec tout le monde, participant aux conversations, riant des blagues de Thomas, échangeant des regards complices avec Camille. Et le jour de Noël, j'ai organisé un brunch dans mon petit appartement. Simone est venue, avec son chien minuscule qui s'est immédiatement endormi sur le canapé. Marie-Thérèse aussi, celle que j'avais retrouvée au marché. Camille et Thomas, bien sûr. Et Élise, qui a apporté des croissants de la meilleure boulangerie de la ville et qui n'a pas fait une seule remarque sur la taille de mon appartement ou l'étroitesse de ma cuisine. Ce n'est pas parfait, ma vie maintenant. Mon corps me rappelle chaque jour ses limites. Les escaliers sont parfois un défi. Les nuits sont longues quand l'insomnie vient. Mais c'est ma vie, avec ses imperfections et ses petites victoires. Avec ses moments de solitude choisis et ses moments de joie partagés. Un soir de janvier, alors que la neige tombait doucement dehors, Camille est venue me voir avec un cadeau inattendu. Un petit lecteur CD portable et un casque sans fil. Pour que tu puisses écouter ta musique n'importe où, dit-elle, même en marchant jusqu'au marché. Cette nuit-là, allongée dans mon lit avec Nina Simone dans les oreilles, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De la gratitude, oui, mais plus que ça. De la paix. Pas l'absence de problèmes ou de soucis, mais une acceptation profonde de ce qui était, de ce qui avait été et de ce qui pouvait encore être. Le printemps est arrivé avec son cortège de fleurs et de promesses. J'ai commencé à préparer mon petit balcon pour accueillir des plantes, des herbes aromatiques comme celles que Thomas m'avait offertes, des géraniums comme ceux que ma mère cultivait quand j'étais enfant. Simone m'a aidé à choisir les pots au marché aux fleurs, me donnant des conseils avec l'assurance de quelqu'un qui a vu pousser des milliers de plantes dans sa vie. Un dimanche matin d'avril, alors que j'arrosais mes nouvelles acquisitions, mon téléphone a sonné. C'était Élise. « Maman ?» dit-elle, sa voix différente, plus légère que d'habitude. « Je voulais te demander quelque chose. Je t'écoute. Tu sais, cette salle de bal dont Christophe a parlé au dîner? Celle de la maison historique qu'il vendait? Oui, je m'en souviens. Eh bien, ils organisent une soirée de gala avant la vente finale. Une soirée dansante. Et je me demandais si tu voudrais y aller avec moi. » Mon cœur s'est serré, mais pas de tristesse cette fois. De surprise, d'émotion, de quelque chose qui ressemblait à de la joie. « Tu veux m'emmener danser ?» Elle a ri. Un son que je n'avais pas entendu depuis longtemps, libre et sans retenue. « Je veux te voir danser, comme tu le faisais avant, comme tu es censé le faire. » J'ai regardé mes pieds, mes genoux, mes mains qui commençaient à montrer des signes d'arthrite. Je ne suis plus aussi agile qu'avant, tu sais. Et alors? Personne ne nous demande de gagner un concours. Je veux te voir heureuse, vraiment heureuse. Comme dans les histoires que tu racontais à Camille sur tes années de danse. Les larmes me sont montées aux yeux, mais c'était des larmes douces, pas de celles qui brûlent. D'accord, ai-je dit. Allons danser. Le soir du gala, Élise est venue me chercher avec une robe qu'elle avait choisie pour moi. Bleu nuit, simple mais élégante, avec des chaussures à talons bas, mais suffisamment jolies pour une soirée. Elle m'a aidée à me préparer, ajustant mes cheveux, trouvant les bons bijoux, me regardant avec une fierté que je ne lui connaissais pas. « Tu es belle, maman, » dit-elle. La salle de bal était exactement comme je l'avais imaginé. Des plafonds hauts, ornés de moulures dorées, des lustres en cristal qui faisaient danser la lumière, un parquet ciré qui brillait sous les pieds des invités. L'orchestre jouait du swing, du jazz, des morceaux que je connaissais par cœur depuis des décennies. Je n'ai pas beaucoup dansé, pas comme avant. Mes genoux ne le permettaient plus. Mais j'ai dansé quand même, une valse lente avec Christophe, qui s'est révélé être un meilleur danseur que je ne l'aurais cru. Un swing doux avec Thomas, qui n'avait aucun sens du rythme mais qui compensait par son enthousiasme. Et une dernière danse avec Élise. Nous deux tournant lentement au milieu de la piste. Deux femmes qui avaient enfin appris à se voir vraiment. « Tu te souviens de ce que Margot disait toujours ?» a murmuré Élise à mon oreille. « Que la vie est une danse et qu'il faut apprendre les pas au fur et à mesure. » Je me souviens. Je pense que je commence enfin à comprendre ce qu'elle voulait dire. En rentrant chez moi cette nuit-là, mes pieds endoloris mais mon cœur léger,
J'ai pensé à tout le chemin parcouru, du rôti que j'avais emporté à cette nuit de danse et de réconciliation, des mots durs au silence compréhensif, de la femme invisible que j'étais devenue à la femme pleinement vivante que je redevenais. La vie n'est pas parfaite. Elle ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Mais elle est mienne. Avec ses joies et ses peines, ses moments de grâce et ses instants de doute. Je me suis assise sur mon balcon, malgré l'heure tardive, malgré la fraîcheur de la nuit. J'ai écouté les bruits de la ville qui s'endormait. J'ai regardé les étoiles, comme Margot le faisait autrefois sur notre perron, parlant au ciel comme à un vieil ami. Et j'ai souri, parce que j'étais chez moi, parce que j'étais libre, parce que j'étais encore là, encore debout, encore en train de danser avec la vie. Le mois suivant, j'ai reçu une lettre d'Éléonore m'invitant à lui rendre visite dans le sud-ouest. Elle avait une chambre d'amis, disait-elle, et tellement de souvenirs à partager. J'ai accepté sans hésiter. Camille m'a accompagnée jusqu'à la gare, s'assurant que j'avais tout ce dont j'avais besoin pour le voyage. Elle m'a serré fort avant que je monte dans le train. « Reviens-nous vite, mamie, a-t-elle dit, et ramène des histoires. »« J'en ramènerai, ai-je promis. Des histoires et peut-être quelques nouveaux pas de danse. » Elle a ri, et ce rire m'a accompagnée tout au long du voyage. Alors que le train traversait la campagne française, j'ai regardé défiler les paysages par la fenêtre. Des champs dorés, des villages endormis, des rivières scintillantes sous le soleil de printemps. Et j'ai pensé à tout ce que j'avais failli manquer, à toutes ces beautés que j'aurais ignorées si j'étais restée dans ce coin de cuisine chez Élise, attendant mon tour pour manger, attendant la permission d'exister. La vie est courte, mais elle peut aussi être immensément riche quand on se donne la permission de la vivre pleinement. J'ai appris cette leçon tard, peut-être trop tard diront certains. Mais je crois qu'il n'est jamais vraiment trop tard. Pas tant qu'on respire, pas tant qu'on peut encore choisir. En arrivant chez Éléonore, j'ai été accueillie par l'odeur du café fraîchement fait et le son d'un vieux disque de jazz qui jouait dans le salon. Elle était là, sur le perron, plus vieille bien sûr, mais avec le même sourire malicieux que dans mes souvenirs. « Hélène », a-t-elle dit en m'embrassant. « Enfin, nous avons passé une semaine ensemble à parler du passé et du présent, à rire de nos erreurs et à célébrer nos victoires. Elle m'a montré ses jardins, m'a présenté ses petits-enfants, m'a raconté sa propre histoire de renaissance après la mort de son mari. Un soir, alors que nous étions assises sur sa terrasse, regardant le soleil se coucher sur les collines, elle m'a posé une question. « Tu crois qu'on a bien vécu, Hélène ?» J'ai réfléchi un moment avant de répondre. Je crois qu'on a vécu de notre mieux avec ce qu'on savait à chaque moment. Et maintenant, on sait mieux. Alors, on fait mieux. Elle a levé son verre de vin. À faire mieux, alors. À faire mieux. En rentrant chez moi une semaine plus tard, j'ai trouvé une surprise qui m'attendait. Élise, Christophe, Thomas et Camille avaient décoré mon appartement avec des fleurs et des guirlandes. « Bon retour, mamie », a dit Thomas en me serrant dans ses bras. « On a préparé un dîner ? Et cette fois, tu manges en premier. » J'ai ri, les larmes aux yeux. « Non, ai-je dit. Cette fois, on mange tous ensemble. Comme une famille. Qu'est-ce que vous feriez à ma place ? Avez-vous vécu quelque chose de similaire ? Commentez ci-dessous.